Il existe dans les plis silencieux du temps des récits que personne ne peut vraiment nommer, des traces si anciennes qu'elles semblent flotter entre le souvenir et l'oubli, comme si la Terre elle-même hésitait à les révéler. Parfois, un fragment de roche, une brève anomalie géologique, un motif impossible surgissent et troublent les certitudes. On croit entendre, dans ces murmures fossiles, l'écho d'une civilisation qui aurait existé bien avant les premières chroniques humaines, une société perdue, effacée par près de 97 millénaires de silence. Rien n'indique clairement ce qu'elle fut. Rien sinon une impression persistante, celle d'un monde antérieur au nôtre, puis englouti avec une lenteur que nul ne peut retracer. Ce qui suit tente seulement d'écouter ce que ce passé muet accepte encore de laisser passer à travers ses fissures. Il existe dans certaines pierres une manière d'accueillir le temps, qui déroute même ceux qui sont habitués à le mesurer. On y trouve des courbes, des empreintes, des motifs dont la présence ne devrait pas être possible. Rien de spectaculaire, rien d'éclatant, seulement des formes étrangement familières, comme si un geste ancien avait effleuré la matière avant que les glaciations ne viennent refermer la scène. Ces traces, souvent considérées comme des anomalies naturelles, invitent pourtant à une réflexion plus lente, plus profonde. Elles demandent que l'on s'attarde non sur ce qu'elles affirment, mais sur ce qu'elles suggèrent, car dans ce silence inscrit dans la roche se glisse l'ombre d'une question obstinée. Qui ou quoi pouvait laisser une marque reconnue dans un monde où, selon la chronologie admise, aucun être doté de culture complexe n'aurait dû exister? Cette interrogation naît, non d'un désir de romancer le passé, mais d'une accumulation patiente d'incohérences. Dans certaines strates géologiques, nettement datées de dizaines de millénaires avant l'essor des premières sociétés organisées, apparaissent des artefacts trop façonnés pour être fortuits. Un éclat taillé dans une matière particulièrement dure, une surface polie dont la fonction échappe, un schéma gravé sans intention apparente mais doté d'une régularité troublante. Les experts se divisent. Certains y voient simplement les résultats d'érosion capricieuse, d'autres les premières expressions d'une humanité encore balbutiante. Aucun n'ose véritablement affirmer que ces objets proviendraient d'une civilisation entière, avancée ou structurée, tant l'idée semble heurter les fondations de tout ce que l'on croit connaître. Pourtant, le doute persiste. Il flotte autour de ces fragments comme un voile léger, difficile à dissiper. Si plusieurs cultures humaines séparées de vastes distances géographiques ont laissé des traces cohérentes de leur présence, comment expliquer des formes semblables apparaissant dans des régions qui, à l'époque supposée, n'auraient dit même pas été peuplées? Quelques chercheurs, souvent isolés dans leurs hypothèses prudentes, évoquent la possibilité qu'un groupe d'hominines méconnus ait développé un comportement technique inattendu avant de disparaître. D'autres, plus audacieux mais toujours ancrés dans une démarche rigoureuse, parlent de traditions perdues, dont seules les pierres conservent un écho infime. La difficulté réside dans le fait que ces empreintes n'appartiennent à aucune époque clairement identifiable. Elles semblent glisser entre les datations, comme si elles avaient été déposées à un moment où la Terre elle-même ne savait pas encore comment archiver les souvenirs. Certaines strates montrent des altérations impossibles, des surfaces de trop lisses comme effleurées par un outil disparu, des alignements naturels trop précis pour ne pas évoquer une intention. Aucun de ces éléments n'est suffisant pour affirmer quoi que ce soit. Ensemble, pourtant, ils forment une texture étrange, une mosaïque d'indices dispersés, trop cohérente pour être ignorée, mais trop fragile pour être proclamée. Dans les régions où ces traces apparaissent, on ressent souvent une atmosphère particulière, presque imperceptible. Ce n'était pas un mystère imposé, mais une sensation douce, presque mélancolique, comme si la Terre portait la mémoire d'un passage discret. Certaines anomalies se trouvent profondément enfouies, protégées par des couches compactes qui témoignent d'âges dont nous n'avons plus l'habitude de parler. D'autres sont à ciel ouvert, exposées depuis si longtemps que leur présence semble naturelle, presque banale. Pourtant, lorsque l'on s'approche, lorsqu'on les observe avec une attention calme, on perçoit quelque chose qui dépasse la simple curiosité géologique. Il est possible que ces empreintes soient les restes épars d'un comportement humain précoce ou d'une espèce apparentée vivant selon des rythmes qui nous échappent. Mais certains éléments troublent cette hypothèse. Dans quelques cas, la complexité du motif dépasse ce que l'on attendrait d'un geste fonctionnel ou utilitaire. On y lit une intention qui n'appartient pas à la survie pure, mais à quelque chose de plus abstrait.
Peut-être un rituel, peut-être une forme de pensée symbolique que l'on croyait absente à ses profondeurs temporelles, comme si un être doté d'une conscience sensible avait voulu laisser une marque sans imaginer qu'elle traverserait un jour près de 100 millénaires. La prudence scientifique impose de considérer d'autres scénarios: glissements tectoniques, fractures répétées, phénomènes thermiques capables de produire des formes quasi intentionnelles. Dans bien des cas, ces explications fonctionnent. Mais certains artefacts résistent à cette rationalisation. Ils semblent chargés d'une cohérence qui échappe au processus aveugle, non pas une complexité technologique, mais une simplicité intentionnelle. Une marque qui n'aurait aucune raison d'être si elle n'était pas le résultat d'un geste. Il existe aussi dans certaines zones humides anciennes des empreintes au sol qui ressemblent à des pas, mais dont la morphologie ne correspond ni aux humains modernes, ni à leurs ancêtres connus. Elles sont rares, contestées, parfois même effacées volontairement pour éviter les interprétations hâtives. Pourtant, leur existence transforme la question. Si ces traces sont authentiques, elles indiqueraient non seulement une présence, mais une activité. Un mouvement répété, régulier, presque organisé, comme si un groupe avait traversé ces lieux avant d'en disparaître sans laisser d'autres indices durables. La disparition, d'ailleurs, est ce qui rend cette hypothèse si difficile à appréhender. Comment une civilisation, même minuscule, pourrait-elle s'effacer avec une telle perfection? Les peuples connus laissent toujours des ombres, des fragments de poterie, des tombes, des traces de nourriture, des outils cassés. Rien de tel ici. Si un peuple a existé, il a vécu d'une manière si intégrée à la terre que presque rien n'a survécu. Peut-être n'était-il qu'une micro-société, fragile, isolée, menant une existence discrète dans un monde rude. Peut-être se sont-ils dissipés avant même que le climat ne se fasse leur ennemi, avant que les glaces ne viennent lisser le paysage et effacer leur passage. Mais il est possible aussi que nous manquions quelque chose d'essentiel. Peut-être que ces empreintes ne sont pas les vestiges d'un peuple organisé, mais les signes d'un mode de vie tellement différent du nôtre qu'il nous paraît invisible. Une forme d'existence où l'on ne construit presque rien, où la culture se transmet par des gestes éphémères, où les traces matérielles n'ont jamais été destinées à durer. Dans un tel cas, ce que nous trouvons n'est pas un témoignage intentionnel, mais simplement ce que le hasard a bien voulu conserver. Ces empreintes sans époque forment ainsi une première porte. Elles ne prouvent rien, ne révèlent rien, mais elles ouvrent quelque chose, une sensation, un flottement. L'idée qu'avant nos récits, avant nos villes, avant même la mémoire des premiers feux, une présence a pu exister puis s'effacer. Ce n'est qu'un début, un premier souffle venu d'un passé qui n'a pas de nom. À mesure que l'on avance, d'autres anomalies apparaissent, plus troublantes encore, comme si les chronologies elles-mêmes commençaient à se fissurer, et c'est vers ces fissures que nous nous tournerons ensuite. Il existe des pierres qui semblent raconter une histoire que personne n'a encore su traduire. Elles ne sont ni sculptées avec éclat, ni façonnées avec une précision qui évoquerait la maîtrise d'un artisan accompli. Non, leur mystère est un plus discret, presque timide. Ce sont des formes qui semblent s'être assemblées. Contre toute logique, des blocs réunis, selon des angles qui ne devraient pas exister dans la nature, des surfaces polies que rien, dans l'environnement actuel, ne semble capable de reproduire. Ces anomalies sont disséminées dans des lieux isolés, des plateaux difficiles d'accès, des falaises oubliées, des cavernes silencieuses où la lumière n'entre qu'à pas mesurés. Elles n'exigent de rien, ne revendiquent de rien, mais leur présence trouble. Elles évoquent un geste ancien, un passage effacé dont il ne reste plus que la trace la plus ténue. Lorsque l'on s'aventure dans certaines vallées, loin des routes humaines, on tombe parfois sur des blocs disposés comme s'ils avaient été soulevés puis déposés avec un soin minimal mais réel. Ils ne forment pas des murs ni des structures organisées, mais des ensembles d'apparence simples où chaque pierre semble répondre à une autre. Leur âge supposé précède largement les premières constructions monumentales connues, ce qui pousse certains à affirmer qu'il ne peut s'agir que de coïncidences géologiques. Pourtant, lorsque l'on observe l'angle exact avec lequel deux surfaces se rencontrent, la répétition du motif, la façon dont l'ensemble semble orienté selon les mouvements du soleil, le hasard paraît soudain moins convaincant. Ces pierres n'ont pas été taillées. Elles semblent avoir été choisies, guidées, orientées. Et cette intention silencieuse est bien plus difficile à expliquer. Dans d'autres régions, ce ne sont pas les pierres elles-mêmes, mais la manière dont la lumière interagit avec elles qui intrigue. Certaines cavités profondes révèlent, à des moments précis de l'année, des reflets impossibles.
Un rayon pénètre par une fissure très étroite et frappe une surface polie, créant un tracé lumineux qui se déplace lentement sur la paroi opposée. Ce phénomène pourrait être fortuit, un simple jeu de lumière. Mais à plusieurs endroits du monde, dans des grottes séparées par des milliers de kilomètres, on observe des effets similaires, des lueurs qui semblent guider le regard vers un point précis, comme si quelqu'un avait voulu signaler quelque chose à ceux qui viendraient après. Or, ces configurations datent de bien avant les sociétés humaines, supposées capables d'explorer les profondeurs rocheuses avec intention. Dans les montagnes d'un continent ancien, on raconte l'histoire d'une paroi dont les motifs ne peuvent être vus qu'à l'aube, lorsque la lumière effleure la surface selon un angle rare. À ce moment précis, les lignes qui paraissaient aléatoires révèlent une symétrie mystérieuse, une organisation presque mathématique, bien que dénuée de toute logique pratique. Les habitants des villages voisins, pourtant peu enclins à interpréter ces phénomènes, parlent d'un passage lumineux, qui aurait existé avant même la mémoire de leurs ancêtres. Pour eux, ce n'est pas un message, mais une présence, un écho d'un temps où la pierre et la lumière parlaient un langage commun. Les chercheurs qui visitent donc le site repartent souvent perplexes, les datations indiqueraient un âge incompatible avec tout geste humain intentionnel connu. Pourtant la forme demeure immobile, patiente. Ces anomalies rappellent parfois des structures beaucoup plus récentes, comme si une intuition universelle, partagée à travers les millénaires, avait inspiré des gestes similaires à des peuples qui n'auraient jamais pu se rencontrer. Mais si l'on accepte l'idée que certaines de ces formes datent de près de 100 000 ans, alors il faut aussi accepter qu'un groupe ancien, aujourd'hui introuvable, aurait pu concevoir ou au moins orienter certains éléments du paysage. Peut-être ne cherchait-on-il pas à bâtir, mais à marquer, non pas à laisser un message durcissant dans la pierre, mais à inscrire quelque chose de plus subtil. Un repère, un symbole sans doute incompréhensible, une manière de dire qu'ils étaient là avant de disparaître complètement. Dans certaines zones littorales, là où les vagues ont sculpté les falaises pendant d'innombrables millénaires, on observe des cavités étrangement régulières. Elles semblent avoir été façonnées sans nez par un outil, mais aucun instrument connu ne pourrait laisser de telles marques sans en briser la pierre. Leur disposition intrigue encore davantage. Certaines sont alignées selon une direction précise, orientées vers des points du ciel qui, il y a des dizaines de milliers d'années, avaient une signification différente. Peut-être étaient-elles liées à des observations célestes rudimentaires, peut-être à des rituels liés à la mer, peut-être à une forme de pensée qui nous échappe entièrement. Les anomalies les plus troublantes ne sont pourtant pas les pierres, mais les marques sur ces pierres. De très fines incisions apparaissent parfois sur des surfaces datées de manière fiable. Elles sont trop régulières pour être naturelles, mais trop discrètes pour être attribuées à un outil moderne. Certaines présentent une succession de traits parallèles séparés par des intervalles presque identiques. D'autres composent de petites spirales dont la précision étonne. Rien qui n'évoque une écriture, ni un langage symbolique reconnu, mais quelque chose d'intentionnel, malgré tout. Comme si une main ancienne, hésitante ou patiente, avait voulu laisser une trace minimale, un signe fragile, avant que les éléments n'effacent tout. Lorsque l'on évoque ces formes, il est important de rester prudent. Les archéologues savent combien la nature peut être inventive, combien elle peut produire des symétries sans intention, des alignements sans architecte, des motifs sans artiste. Et pourtant, dans certains cas, même la prudence la plus rigoureuse peine à écarter l'hypothèse d'un geste intelligent. Il ne s'agit pas de machines ou de constructions avancées. Rien n'indique un niveau technologique comparable à celui des civilisations plus récentes. Ce qui trouble, c'est la sensibilité apparente du geste, sa cohérence discrète. Certaines théories supposent qu'un groupe précoce, aujourd'hui disparu, aurait développé une forme d'organisation simple, capable de coordonner quelques actions répétitives. Peut-être ces gestes se limitaient-ils à la création de repères dans le paysage, à l'orientation de pierres particulières, à l'inscription de marques destinées à un usage connu d'eux seuls. Ces pratiques auraient pu émerger puis s'effacer, laissant seulement quelques survivantes que le hasard aurait préservées. Mais si ce même type de geste apparaît dans plusieurs régions très anciennes, on doit alors envisager autre chose, soit une origine commune que nous n'avons pas identifiée, soit une forme spontanée d'expression humaine, beaucoup plus ancienne que ce que l'on croyait possible. Il y a aussi la possibilité plus douce, presque poétique, que ces anomalies ne soient pas l'œuvre d'une civilisation au sens strict, mais d'un groupe d'êtres sensibles à la lumière, au vent, à la pierre,
Peut-être leur rapport au monde ne ressemblait-il en rien au nôtre. Peut-être leur culture ne se disait-elle pas dans les constructions, mais dans la manière dont ils habitaient sans les lieux. Une civilisation qui ne cherchait pas à marquer le temps, mais à se fondre en lui. Dans ce cas, les traces baptêmes qui demeurent ne sont que les rares fragments d'un mode d'existence fluide, intégré au paysage au point d'être presque invisible. Quelles qu'elles soient, ces anomalies ouvrent un passage vers l'inconnu. Elles ne prouvent en rien. Elles ne promettent rien. Elles murmurent seulement que quelque chose, quelque part, a existé puis s'est dissipé. Elles invitent à regarder la pierre non comme un simple vestige, mais comme un témoin silencieux ayant traversé un vide immense. Et c'est cet espace, ce vide entre ce que nous voyons et ce que nous comprenons, qui nous conduit vers la prochaine étape. Les cartographies impossibles, ces représentations d'un monde qui semble avoir existé bien avant que notre propre mémoire n'apprenne à se dessiner. Il existe, au cœur même de notre manière de comprendre le monde, un besoin instinctif d'ordonner le passé, de le découper en périodes cohérentes, de tracer une ligne continue reliant nos origines à ce que nous sommes devenus. Pourtant, lorsque l'on examine certaines découvertes dispersées aux quatre coins du globe, cette ligne, que l'on croyait solide, semble parfois se fissurer. Les chronologies établies avec patience se heurtent à des éléments qui refusent obstinément de se laisser classer. Ils surgissent à des profondeurs qui contredisent doucement leur apparence ou exhibent un degré d'organisation difficile à concilier avec les récits connus du développement humain. Ces ruptures ne sont pas nombreuses, mais leur rareté augmente leur poids. Elles ne crient pas, elles ne réclament pas l'attention. Elles sont simplement là, silencieuses, immobiles, comme de petites dissonances au sein d'une partition que l'on croyait parfaitement accordée. Les archéologues les mentionnent parfois à demi-mot, comme des curiosités disciplinaires, des cas marginaux qu'il vaut mieux ne pas trop exposer. Pourtant, si l'on prend le temps de les contempler sans chercher à les forcer dans les cadres établis, elles ouvrent une perspective troublante. Et si notre chronologie était moins linéaire que nous le pensions? Et si derrière les grands récits de l'évolution culturelle se cachait une structure beaucoup plus complexe, ponctuée d'effacements, de recommencements, ou même de disparitions que rien, aujourd'hui, ne permet d'expliquer? Parmi ces anomalies, certaines concernent des outils trop anciens pour leur degré d'élaboration supposé. On découvre parfois des formes taillées dont la maîtrise semble disproportionnée par rapport à la période où elles auraient été fabriquées, non pas des machines élaborées ni des objets impossibles, mais une finesse dans la retaillure, une précision du geste qui dépasse ce que l'on attribue généralement à leur créateur présumé, comme si une main plus sûre, plus expérimentée, avait laissé sa signature dans un monde censé être encore balbutiant. Ces objets, même lorsqu'ils sont authentifiés, dérangent. Ils menacent pour la simplicité du récit que l'on transmet depuis des générations, celui d'un progrès lent mais continu, d'une montée régulière vers la complexité. Il y a aussi ces sites où la datation semble se contredire elle-même, des couches archéologiques superposées qui, logiquement, devraient raconter une histoire nette et progressive, mais qui se retrouvent ponctuées de strates trop anciennes ou trop récentes, comme si, à certains endroits, la mémoire du sol s'était réorganisée selon une logique propre, indépendante de nos attentes. Ces stratigraphies incohérentes forcent parfois les chercheurs à reconsidérer l'ensemble d'un site, à envisager des réarrangements naturels, des glissements ou des perturbations. Pourtant, même après avoir exclu toutes les explications géologiques possibles, il reste des zones d'ombre. Des objets issus de périodes profondément éloignées se retrouvent donc figés côte à côte, séparés par des milliers d'années, dans les récits habituels mais réunis dans un même souffle par la Terre. Certaines régions du monde semblent particulièrement propices à ces brèches temporelles. Les zones tectoniques anciennes, les grottes profondes, les grandes plaines où les rivières changent de lit, transportant parfois des traces plus vieilles que le paysage lui-même. On y découvre des fragments qui semblent appartenir à des cultures dont nous n'avons aucun autre indice. Non des civilisations éclatantes, mais de petites sociétés organisées dont les marques se sont dissoutes presque entièrement. Parfois, il ne reste qu'un alignement improbable de pierres, des pigments mêlés dans une paroi ou des schémas gravés qui semblent beaucoup plus anciens que l'humanité moderne. Leur présence oblige à s'interroger non seulement sur leur âge, mais sur le type d'existence qu'ils reflètent. La question devient alors presque vertigineuse. Et si l'histoire humaine n'avait pas commencé de façon unique, mais à travers plusieurs éclosions successives?
Et si certains groupes dotés d'une forme d'organisation primitive ou même avancée avaient émergé puis disparu bien avant que les civilisations reconnues laissent leur empreinte. Ces hypothèses ne sont ni affirmées ni rejetées. Elles se tiennent simplement à la lisière du pensable, dans ce territoire où l'archéologie croise l'intuition et où la prudence scientifique rencontre le silence de la Terre. L'un des aspects les plus troublants concerne les datations indirectes. Parfois, ce n'est pas l'objet lui-même qui pose problème, mais l'environnement qui l'entoure. Un outil simple posé dans une couche géologique plus ancienne que ce que l'on croyait possible. Un fragment d'os portant une marque humaine dans un décor où aucune présence humaine n'aurait dû exister. À chaque fois, la science reprend son souffle, vérifie, revérifie, tente d'écarter l'improbable. Et pourtant certains cas persistent, malgré les contrôles. Ils ne proclament rien. Ils demeurent simplement là, se contentant d'exister, comme des points fixes autour desquels tourne notre incertitude. Il existe également des récits d'explorateurs anciens ayant ramassé, sans en comprendre la valeur, des objets qu'ils considéraient étranges ou inutiles. Beaucoup ont été perdus, rangés dans des collections personnelles, oubliés dans des tiroirs. Quelques-uns réapparaissent parfois, portant des traces de polissage ou de symétrie difficiles à attribuer à une période trop reculée. Ces fragments vagabonds, sortis du sol puis abandonnés par ignorance, nourrissent aujourd'hui un imaginaire discret mais persistant. Celui d'un passé qui n'obéit pas entièrement aux catégories modernes. Il est possible que ces anomalies ne soient que les témoins d'épisodes isolés, des exceptions à grande échelle apparentes seulement parce qu'elles ont survécu. Peut-être représentent-elles les premières tentatives techniques d'hominines dont la culture était encore embryonnaire. Peut-être aussi qu'elles sont les survivantes d'événements naturels que nous n'avons pas encore appris à reconnaître. Mais leur cohérence particulière invite à une réflexion plus vaste. Elle dessine une constellation fragile où chaque élément pris isolément semble anodin, mais où l'ensemble finit par créer une silhouette indistincte, comme un visage oublié que l'on croit reconnaître sans parvenir à le nommer. Lorsque l'on rassemble ces éléments, même timidement, une image prend forme, une image instable, flottante mais persistante. Celle d'une période de l'histoire où les humains ou les êtres proches de l'humain auraient pu exister sous une forme culturelle que nous n'avons pas encore identifiée. Non pas une civilisation éclatante, riche en constructions massives ou en technologies visibles. Plutôt une culture fragile, nomade peut-être, dont les gestes ne laissaient que de rares empreintes, une société qui aurait évolué dans un environnement rude, puis aurait disparu sans que son souvenir ne puisse s'ancrer dans les millénaires. Ce sont ces ruptures, ces failles discrètes dans la chronologie, qui nous obligent à regarder autrement l'idée même de passé. Car là où les dates se brisent, où les certitudes s'effilochent, commence un espace de questionnement silencieux, un espace où l'on comprend que l'histoire n'est peut-être pas une ligne, mais une respiration, faite de surgissements et d'effacements. Et c'est dans ces respirations que se cache la possibilité d'un monde beaucoup plus ancien que nous, un monde dont les traces, égarées dans les profondeurs géologiques, attendent encore que l'on apprenne à les entendre. La prochaine étape nous conduira vers ces anomalies matérielles qui résistent à toute explication simple, ces formes qui semblent défier aussi bien la nature que la chronologie, comme si une autre main, disparue depuis des dizaines de millénaires, avait façonné la pierre elle-même, sous la surface tranquille des océans modernes, dans ces zones où la lumière ne pénètre plus et où la pression écrase tout ce qui n'a pas appris à lui résister, repose un monde que nous ne connaissons pas. Il ne s'agit ni de ruines imposantes, ni de monuments capables d'attirer l'attention d'un simple regard. Les profondeurs marines conservent autre chose, des formes qui n'appartiennent pas à la géologie ordinaire, des alignements invisibles depuis la côte, des structures brisées semblant émerger de la nuit aquatique comme des échos de gestes perdus. Ce qui survit sous ces eaux immobiles ne parle pas clairement. Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de traces humaines, et pourtant, quelque chose dans leur présence silencieuse évoque une intention effacée depuis un âge trop ancien pour être nommée. Lorsque les premières équipes océanographiques ont commencé à cartographier les fonds marins grâce aux relevés sonars, elles n'y chercheraient rien d'autre que des anomalies tectoniques, des reliefs inattendus, des preuves de mouvements anciens des plaques. Pourtant, très tôt, on remarqua des formations dont la régularité troublait. Des lignes droites s'étendaient ensemble sur plusieurs centaines de mètres là où seules les forces du hasard et de la pression auraient dû façonner des courbes irrégulières. Des terrasses parfaitement horizontales apparaissaient à des profondeurs où aucune action humaine connue ne pouvait avoir lieu.
Certains spécialistes évoquèrent immédiatement des phénomènes naturels encore mal compris, effondrements, fissures, éboulements contrôlés par la gravité. Mais à mesure que les relevés s'accumulaient, un doute s'installa, fragile mais tenace comme un fil que l'on hésite à tirer. Dans certaines régions côtières aujourd'hui englouties, des alignements de blocs semblent former des murs brisés. Leur taille varie, mais leur disposition laisse deviner une intention. Ces blocs sont parfois posés sur des zones géologiquement stables, ce qui exclut l'hypothèse d'un glissement naturel. Leur origine demeure un mystère, d'autant plus que les profondeurs où ils reposent correspondent à des zones qui étaient jadis des plaines habitables, accessibles avant les grandes montées du niveau marin. Il y a environ 100 000 ans, la mer retirée dévoilait des espaces continentaux, aujourd'hui perdus. On y trouvait peut-être des vallées, des lacs des forêts légères. Rien ne prouve que l'homme moderne s'y trouvait. Rien ne prouve le contraire. Le monde était différent, et ses profondeurs, aujourd'hui silencieuses, pourraient peu conserver les traces ténues d'une présence que l'histoire n'a jamais su enregistrer. L'un des cas les plus troublants concerne une plateforme sous-marine découverte par hasard lors d'un relevé commercial. À près de 130 mètres sous la surface, un ensemble de formes polygonales semble dessiner une sorte d'esplanade. Rien de monumental, rien qui évoque un bâtiment ou une structure avancée. Mais la répétition du motif intrigue. Plusieurs pierres de grande taille sont disposées selon un angle constant, comme si elles avaient été orientées vers un point précis du soleil levant lorsque la région se trouvait encore à l'air libre. L'analyse géologique montre que ces pierres le proviennent du site même. Elles n'ont pas été transportées. Pourtant, leur position défie l'idée d'un simple effondrement. On dirait qu'elles ont été déplacées puis alignées avant d'être abandonnées à la montée lente et implacable des eaux. Plus profondément encore, on rencontre des formations semblant évoquer des chemins. De longues lignes légèrement incurvées serpentent sur des kilomètres, dessinant des tracés que l'on associerait volontiers à un sentier. Or, rien, dans la biologie marine ou la géologie, n'explique pourquoi la nature créerait un motif aussi régulier à des profondeurs extrêmes. Certaines hypothèses évoquent des fissures de tension, mais les analyses brodées sédimentaires montrent des variations trop faibles pour soutenir cette thèse. D'autres avancées en sont que l'érosion pourrait modeler ce type de structure, mais les courantes marines ne suivent aucune trajectoire qui permettrait un tel dessin. Ce ne sont peut-être pas des routes, peut-être n'ont-elles jamais servi de voie de passage, mais leur élégance silencieuse, leur sens de la continuité, laissent penser qu'une conscience, un regard, a un jour vécu assez longtemps pour imaginer une forme et la laisser s'inscrire dans le sol. Certaines zones sous-marines révèlent également des cavités artificielles. Ce ne sont pas des grottes naturelles ni des failles dues à la pression. Leur forme évoque des abris. Elles possèdent parfois une entrée plus étroite menant à une chambre plus large. Rien n'indique un usage précis. Ce ne sont pas des sépultures, pas des temples, pas des fortifications. On dirait simplement des espaces préservés dans la roche, comme si quelqu'un, un jour, avait voulu creuser un refuge contre un climat devenu trop rude ou contre une menace que nous ne pouvons plus identifier. Ces cavités, une fois les niveaux marins remontés, se sont retrouvées noyées, scellées dans une nuit éternelle comme des gestes inachevés. La présence de ces structures soulève une question que peu osent formuler entièrement. Et si une forme de vie précoce, semblable à l'homme mais perdue depuis, avait exploré ou même habité ces territoires aujourd'hui submergés? Non pas une civilisation monumentale, capable de contrôler la mer ou de bâtir des cités, mais une culture fragile, intuitive, qui aurait tenté de survivre dans un monde changeant. Une culture qui aurait pu exister dans un interstice géologique entre deux glaciations, dans un climat plus doux, avant que les mers ne reprennent ce qui leur avait été prêté. Des traces plus subtiles viennent renforcer cette intuition. Dans certains sédiments très anciens, on retrouve des concentrations étranges de pigments minéraux. Ces pigments auraient pu servir à la peinture corporelle, à la décoration ou même à marquer des objets. Or, ces dépôts se trouvent à des profondeurs où aucune activité humaine connue n'a pu avoir lieu. Leur disposition surprend. Ils sont regroupés comme si quelqu'un les avait déposés volontairement avant leur submersion. Certains chercheurs avancent qu'il pourrait s'agir de dépôts naturels liés aux courants anciens. Mais ces pigments ne migrent pas spontanément en formant de petits foyers irréguliers. Leur présence laisse une sensation particulière, celle d'un geste oublié devenu invisible. Les océans, par leur nature même, effacent plus qu'ils ne conservent. Les matériaux organiques disparaissent rapidement.
Les structures simples se désagrègent, les traces de dissolution se dissolvent dans le mouvement des eaux et dans les pressions colossales. C'est pourquoi ce que nous trouvons aujourd'hui, aussi minime soit-il, pourrait représenter une fraction infime d'un ensemble beaucoup plus vaste. Peut-être des villages entiers ont été engloutis, sans que rien ne survive. Peut-être des pistes, des campements, des sépultures ont été effacés par la mer sans laisser le moindre fragment. Et si les quelques anomalies que nous déchiffrons aujourd'hui persistent malgré tout, c'est peut-être parce qu'elles furent inscrites dans la roche elle-même ou façonnées dans un matériau qui a résisté plus longtemps que prévu. Certains océanographes ont noté des marques linéaires étranges sur les plateaux continentaux submergés. Elles ressemblent à des traces d'outils, mais leur profondeur et leur extension semblent impossibles à expliquer par des techniques simples. Peut-être ne sont-elles pas liées à des outils. Peut-être s'agit-il de marques de traction, de blocs tirés par des mains anciennes, avant que la mer ne recouvre tout. Les interprétations sont nombreuses, prudentes. Aucun chercheur sérieux n'affirme que ces lignes sont la preuve d'une civilisation disparue. Pourtant, le doute plane, lui aussi immobile, comme une ombre sur les profondeurs. Ce qui rend ces vestiges si troublants, c'est qu'ils semblent appartenir à un monde cohérent, un monde où des êtres préhistoriques, dotés d'une compréhension élémentaire de l'espace et du paysage, auraient pu laisser quelques signes d'une culture encore inconnue, non pas une culture florissante, mais une présence infime, fragile, que la mer a avalée sans remords. Peut-être vivaient-ils près des côtes, dépendant des marées, observant les migrations, construisant de petits repères avant que les océans ne montent. Peut-être leur disparition fut-elle progressive, absorbée par les glaciations, par les sécheresses, par la transformation lente mais irrémédiable du climat. Les océans conservent peut-être l'essentiel de ce que nous ne savons pas encore. Ils pourraient en être le plus vaste musée d'un monde que nous ne soupçonnons même pas. Un musée sans couloir, sans étiquette, où chaque vestige repose dans une obscurité totale, attendant que la technologie ou le hasard permettent un jour de le contempler à nouveau. C'est vers ces gisements impossibles, enfouis dans les profondeurs terrestres plutôt que marines, que nous nous tournerons ensuite. Des lieux où la matière semble elle-même contredire l'histoire, comme si les strates du monde portaient en elles le témoignage involontaire d'une existence que le temps n'a pas réussi à effacer entièrement. Il existe dispersés dans certaines régions reculées du monde des tracés qui ressemblent à des cartes, sans pourtant correspondre à aucun paysage connu. On les trouve gravés dans la pierre, peints dans des cavités profondes, ou même dessinés sur des fragments d'argile dont la surface porte l'érosion de dizaines de millénaires. Ce ne sont pas des représentations détaillées comme celles des civilisations plus récentes, mais des schémas, des configurations, des alignements qui évoquent la manière dont un peuple ancien aurait pu percevoir son environnement. Pourtant, leur âge supposé précède de très loin l'émergence des premières cultures capables d'une telle abstraction. Ces cartes d'un monde oublié semblent raconter une géographie qui n'appartient plus à la nôtre, comme si elles décrivaient une terre disparue depuis si longtemps que même les continents en ont changé de forme. Certaines de ces représentations ont été retrouvées dans des zones où la topographie actuelle ne correspond en rien aux motifs inscrits. Des lignes ondulées évoquent beaucoup des fleuves aujourd'hui asséchés ou disparus depuis l'époque où les glaciations scellaient encore une grande partie du globe. D'autres paraissent indiquer des chaînes de montagnes qui n'existent plus ou qui furent nivelées par le temps. Lorsque des géologues comparent ces tracés à la paléogéographie théorique de certaines régions, des correspondances troublantes émergent. Ici, un ancien delta effacé depuis des dizaines de millénaires, là une vallée érodée jusqu'à disparaître. Ces ressemblances pourraient en relever du hasard, mais leur répétition à travers plusieurs sites soulève une question plus délicate. Qui aurait pu observer ou imaginer ces paysages à une époque où l'humanité n'était censée vivre qu'en petits groupes dispersés, incapables de conceptualiser ces territoires ou de les représenter? Dans certaines grottes situées près de littoraux qui ont depuis été engloutis, on retrouve des motifs complexes formant des réseaux, qui évoquent des cours d'eau ou des zones marécageuses. Les datations les placent dans une période si ancienne que leur existence même semble improbable. On pourrait croire qu'il s'agit de simples décorations abstraites, des formes sans intention, mais leur organisation interne suggère une connaissance du terrain. Une ligne discontinue semble marquer une frontière naturelle, un point où la mer ou le fleuve s'arrêtent. Des cercles pourraient indiquer des zones d'eau dormante, des marais, ou peut-être des territoires de chasse. Rien ne le confirme, rien ne l'infirme.
Les scientifiques hésitent. Ces motifs pourraient n'être que le produit d'un esprit cherchant à donner forme à ce qu'ils voient. Pourtant, leur précision dépasse ce que l'on attribue généralement aux premières manifestations symboliques connues. Ailleurs, des pierres dressées forment une sorte de schéma tridimensionnel. Leur disposition évoque un plan rudimentaire, une manière de cartographier non pas la surface terrestre, mais peut-être le ciel. Certaines théories se suggèrent que les anciens peuples, même très anciens, observaient régulièrement les mouvements célestes. Mais les alignements découverts dans ces sites dépassent la simple observation. Ils indiquent des cycles, des symétries, des rapports entre les positions des pierres et les levées de certains astres. Pourtant, leur âge supposé, parfois estimé à près de 100 000 ans, contredit toute connaissance astronomique attribuée au peuple d'alors. Peut-être ne s'agissait-il pas d'astronomie, mais d'une forme d'orientation instinctive, un langage de la pierre qui n'avait d'autre but que de marquer un territoire ou de signaler un événement saisonnier. Dans certains fragments plus énigmatiques, on découvre ce qui ressemble à des tracés de chemins ou de routes. Ils sont trop anciens pour correspondre à de véritables voies de circulation, mais leur répétition suggère une forme d'usage. On pourrait imaginer des migrations régulières, des déplacements saisonniers que les anciens auraient voulu consigner, peut-être pour se souvenir d'un itinéraire ou d'un lieu de rassemblement. Mais ces chemins traversent trop des zones qui, selon la géologie, étaient jadis recouvertes de glace ou de forêts impénétrables. Il est difficile d'imaginer qu'un peuple ancien ait voulu marquer de tels parcours, encore plus difficile d'imaginer qu'un tel marquage ait survécu à l'érosion du temps. Certains objets découverts dans des sites isolés présentent également des motifs circulaires qui semblent représenter des îles ou des plateaux. Pourtant, ces formations géographiques ont disparu depuis longtemps, englouties par les mouvements lents mais inexorables des mers. Certains archéologues y voient cette forme de simples symboles, rituels, des représentations cosmiques ou abstraites, mais dans plusieurs cas, on se fie le motif correspond exactement à la forme d'anciennes terres aujourd'hui immergées. Pour que ces représentations aient pu être créées, il aurait fallu qu'un observateur ancien contemple ces terres avant leur disparition. Ce simple constat ouvre un horizon vertigineux. Soit ces symboles sont plus récents que ce qu'indiquent les datations, soit ils témoignent d'un savoir beaucoup plus ancien que l'on ne l'admet. Parfois, les cartographies les plus troublantes ne sont même pas gravées. Elles sont sculptées dans le relief lui-même. Certaines collines présentent dans des formes qui semblent artificielles, comme si des mains anciennes avaient voulu représenter un paysage miniature. On observe des dépressions régulières, des crêtes taillées, des alignements de pierres qui reproduisent la disposition d'un bassin fluvial ou d'un plateau isolé. Ces formations sont entourées d'un mystère encore plus profond. Les outils nécessaires pour créer de tels reliefs auraient été au-delà des capacités des peuples préhistoriques connus. Et pourtant, ces formes existent, solidement ancrées dans la terre, assez précises pour évoquer des représentations topographiques, mais trop anciennes pour être attribuées à une intention humaine identifiable. Il existe également des représentations plus subtiles, comme ces séries de points gravés sur certaines parois. Leur organisation évoque des constellations ou des schémas de navigation, mais leur signification demeure incertaine. Les points semblent se répondre, alignés selon des courbes sinueuses ou regroupés en ensembles équilibrés. Certains chercheurs proposent qu'il s'agisse de simples traces laissées par des outils utilisés pour préparer une surface, mais d'autres remarquent que les points correspondent maintenant parfois à des distances régulières, comme s'ils avaient été placés pour mesurer ou représenter quelque chose. Peut-être le ciel, peut-être la terre, peut-être un mélange des deux. Ces séries de points s'apparentent à des cartes minimalistes, des repères inscrits dans la pierre par un peuple dont la mémoire n'a laissé que des bribes. Dans certains cas extrêmes, des cartes anciennes semblent décrire un monde bien différent du nôtre. Les tracés évoquent des mers intérieures aujourd'hui disparues, des plaines fertiles ayant laissé place à des déserts, ou des forêts anciennes remplacées par la steppe. Comme si les créateurs de ces représentations avaient vécu dans un monde avant les grands bouleversements climatiques, avant les glaciations massives, avant que la forme même des continents ne se transforme. Ces cartes ne peuvent être vérifiées qu'à travers des reconstructions paléoclimatiques et géologiques. Mais les correspondances sont parfois si précises qu'elles troublent même les chercheurs les plus sceptiques. Les cartographies anciennes ne disent rien de clair. Elles ne ressemblent à aucun langage connu, ne suivent aucune convention graphique universelle. Elles paraissent issues d'une pensée qui percevait le monde d'une manière très différente de la nôtre, peut-être plus sensorielle que conceptuelle.
Plutôt que de représenter fidèlement un paysage, ces tracés semblent exprimer une relation au territoire, un ressenti, un souvenir, une mémoire ancestrale d'un lieu qui a complètement disparu. Ce ne sont pas des cartes au sens moderne, mais des empreintes de perception, des manières d'habiter le monde à une époque où l'humanité ne cherchait pas encore à le mesurer. Si ces cartographies appartiennent vraiment à une civilisation oubliée, alors cette civilisation ne cherchait peut-être pas à transmettre des connaissances techniques, mais à partager une vision du monde, une vision que le temps a effacée presque entièrement. À mesure que l'on explore ces représentations, une sensation persistante émerge, celle d'un monde qui a existé avant le nôtre, puis s'est effacé sans laisser de traces matérielles durables, sinon quelques schémas incompris. Et c'est vers cet effacement que nous nous tournerons ensuite, en suivant les vestiges silencieux qui reposent aujourd'hui sous les océans immobiles, là où peut-être dormaient autrefois les frontières d'un monde disparu. Dans les profondeurs les plus obscures du passé humain, avant les premières cités, avant les premiers récits inscrits sur l'argile, vivant déjà des histoires. Elles circulaient comme un souffle entre les êtres, se transmettaient par le rythme des voix, par les gestes, par les silences. Elles ne parlaient pas encore de Dieu, de roi, de civilisation rayonnante, elles parlaient compte du monde, de sa naissance, de sa disparition, de ses métamorphoses. Et certaines de ces histoires, étrangement, semblent se faire écho à des époques si anciennes que même la mémoire géologique peine à les saisir. On ne sait si ces récits furent inventés pour apaiser la peur ou s'ils furent le reflet atténué d'événements temps réels, vécus puis recomposés jusqu'à devenir méconnaissables. Mais leur présence dans des cultures séparées par d'immenses distances et des millénaires laisse entrevoir la possibilité qu'ils portent en eux quelque chose de plus vieux que l'humanité moderne. Dans certaines traditions, on parle d'un peuple oublié, qui vivait avant la grande nuit, avant les eaux, avant la glace. Ce peuple n'est jamais décrit avec précision. On ne lui attribue ni cité, ni invention, ni savoir particulier. Il est simplement là, à l'origine, comme un murmure. Ces récits apparaissent en Asie, en Afrique, en Océanie, dans les Amériques, bien avant l'époque des échanges culturels. Chaque version diffère dans les détails, mais l'essence demeure, un peuple premier, que la Terre aurait choisi de recouvrir. Peut-être n'était-ce qu'une manière d'expliquer les bouleversements climatiques, les montées des eaux, les extinctions massives. Mais certains éléments reviennent avec une régularité troublante. L'idée que ce peuple avait compris quelque chose que les suivants avaient perdu, qu'il existait une harmonie fragile entre eux et un monde en transformation. Dans plusieurs mythes anciens, on retrouve la notion d'un effacement soudain. Non pas un cataclysme violent ou une punition divine, mais une disparition graduelle, comme une brume qui se dissipe. Ces récits évoquent un temps où ceux d'avant se sont simplement fondus dans le paysage, se sont retirés vers des lieux inconnus, puis ont cessé d'être. Les peuples actuels y voient souvent des métaphores spirituelles, des images pour expliquer la transition entre les anciens cycles et les nouveaux. Pourtant, lorsque l'on replace ces récits dans le contexte géologique, un autre horizon apparaît, celui des migrations impossibles, des paysages engloutis, des plaines qui devinrent en mer. Peut-être les mythes ont-ils retenu quelque chose que la science n'a pas encore entièrement reconnu, la trace d'un groupe éteint sur lequel aucune fouille n'a mis la main. Dans les légendes de certaines régions montagneuses, il est dit que les ancêtres venaient d'un monde, enfoui sous la pierre. Ils vivaient dans des cavités, dans des vallées profondes, dans des lieux où la lumière se faisait rare. Lorsque le climat changea, ces peuples disparurent, laissant derrière eux des traces que les générations suivantes ne comprirent jamais. Ces récits pourraient être de simples explications imaginaires pour justifier des grottes anciennes, des alignements rocheux ou des gisements étranges. Mais l'idée d'un peuple vivant en symbiose avec un environnement rude, puis disparaissant sans laisser de traces matérielles durables, fait écho aux possibles cultures très anciennes envisagées par certains chercheurs, une culture fragile, sensible, presque imperceptible. Dans les traditions aborigènes australiennes, certains récits évoquent un temps d'avant le temps, une époque où la Terre elle-même n'avait pas encore pris sa forme actuelle. Ces histoires parlent de continents brisés, de terres englouties, de grands déplacements de la mer. Il serait simple de voir là des métaphores cosmogoniques, des explications symboliques. Mais certains anthropologues ont remarqué que ces mythes correspondent parfois à des événements géologiques réels, des montées de niveaux marins survenues il y a près de 121 000 ans. Comment un récit pourrait-il traverser une telle distance temporelle sans s'effacer ?
Peut-être ne s'agit-il pas d'un souvenir direct, mais d'une trame, d'un motif narratif hérité d'une mémoire ancienne, conservé parce qu'il disait quelque chose d'essentiel sur la manière dont les ancêtres percevaient le monde. Dans de nombreuses cultures, l'idée d'un âge d'harmonie revient régulièrement. Ce n'était pas un âge d'or au sens classique, ni une ère lumineuse. C'était une époque où les êtres vivaient en étroite relation avec les éléments, où la notion même de frontière entre le monde humain et le monde naturel n'existait pas. Si l'on compare ces récits à ce que la science connaît des premiers groupes dominines, on y trouve des parallèles. De petites communautés nomades, une dépendance absolue à l'environnement, une connaissance intuitive du territoire. Mais certains mythes vont plus loin. Ils parlent de gestes précis, d'abris façonnés, de signes laissés sur la pierre. Ces éléments évoquent de manière poétique des traces similaires à celles découvertes dans les gisements impossibles, comme si la mémoire culturelle avait conservé l'écho d'un peuple ayant laissé derrière lui quelques symboles avant de s'effacer complètement. Dans les légendes de régions côtières du Pacifique, on raconte l'histoire d'îles disparues, de terres qui auraient existé puis se seraient enfoncées dans la mer. Ces récits précédèrent largement les premières explorations modernes et les relevés scientifiques. Certains racontent en comment un peuple ancien vivait sur ces terres avant qu'elles ne disparaissent. Ils n'étaient ni plus grands ni plus puissants que les hommes actuels. Ils étaient simplement là, adaptant leur vie à la mer, observant les courants, construisant des abris légers près des falaises. Leur disparition n'est jamais décrite comme violente. Elle est racontée comme un glissement, une transition, un passage silencieux. Ils ne fuiront pas, ils se dissipent, comme si le monde les avait avalés sans qu'ils ne tentent pourtant même de lutter. D'autres mythes évoquent néanmoins des peuples qui s'avèrent parler à la pierre. Cela ne signifie pas qu'ils possédaient une technologie avancée, mais plutôt qu'ils comprenaient la manière dont le paysage résonnait. Ils savaient en temps où placer un abri, ou marquer un passage, ou laisser un tar, ou laisser un signe. Ils n'avaient peut-être pas d'écriture au sens moderne, mais ils inscrivaient tiennant leurs gestes dans la terre. Ces récits pourraient sembler purement symboliques. Pourtant, ils rappellent étrangement certaines anomalies retrouvées dans les pierres anciennes, ces marques qui semblent parler un langage oublié, ces orientations qui paraissent répondre à une logique perdue. Si un groupe précoce avait développé une forme de communication non verbale, fondée sur la pierre et la lumière, les mythes pourraient en être les derniers témoins poétiques. Dans les régions désertiques d'Afrique du Nord, des traditions orales parlent de ceux qui marchèrent avant nous, un peuple qui errait dans un paysage différent, plus vert, plus fertile. Les récits décrivent des lacs disparus, des forêts effacées, des animaux dont l'existence n'est plus prouvée que par les fossiles. Ces histoires ne datent donc pas d'un passé récent. Elles sont anciennes, héritées de lignées qui ont migré et survécu à d'immenses changements climatiques. Elles décrivent étant parfois des scènes qui correspondent à des périodes géologiques où ces terres étaient effectivement luxuriantes. On pourrait croire que ces récits sont des reconstitutions imaginaires, mais la coïncidence entre certaines descriptions et les données paléoclimatiques trouble ceux qui les étudient. Peut-être ces mythes sont-ils les descendants d'un récit encore plus ancien, transmis pendant des dizaines de millénaires, l'apparition récurrente de récits de peuples disparus, de terres englouties, de catastrophes lentes n'est pas en soi une preuve. Les mythes sont des miroirs, ils reflètent autant les peurs que les souvenirs. Pourtant, la convergence entre certaines traditions soulève une intuition. Et si la mémoire humaine, même sous sa forme la plus diffuse, avait conservé l'écho d'un monde antérieur au nôtre, un monde où des groupes anciens avaient vécu assez longtemps pour laisser des traces dans la culture, même lorsque la Terre effaça les traces matérielles. Les mythes ne disent pas la vérité factuelle. Ils disent donc la vérité ressentie. Ils portent en eux ce que les générations ont jugé digne d'être transmis. Non pas les détails, mais la texture d'un temps. Et cette texture semble, parfois, se faire l'écho d'un passé que les fouilles commencent tout juste à soupçonner. À mesure que nous avançons dans cette exploration, une question se dessine. Si la mémoire humaine porte encore l'ombre d'un peuple oublié, que reste-t-il dans les glaciers, dans ces archives silencieuses où le froid emprisonne le temps lui-même? C'est vers ce silence gelé que nous nous tournerons ensuite. Dans les paysages rugueux où l'humanité prit forme, il existe des strates d'existence qui ne se laissent plus nommer. Elles appartiennent à des êtres qui n'étaient pas tout à fait comme nous, mais qui n'étaient pas déjà plus entièrement liés au monde animal. Entre l'animalité brute et l'éveil symbolique, une longue période demeure plongée dans un silence presque total.
Pourtant, de minuscules indices subsistent, disséminés comme des poussières de conscience à travers les continents, fragments d'outils trop réguliers pour être instinctifs, pigments utilisés sans finalité utilitaire, traces de camps où une organisation subtile semble avoir existé un instant avant de se dissoudre. Ces peuples prémodernes n'ont laissé ni monument ni désir de permanence. Ils vécurent au rythme du monde, et ce rythme, qui résonne encore faiblement dans la terre, pourrait être l'un des derniers échos d'une culture bien plus ancienne que ce que nos récits admettent. Lorsque l'on observe les premiers Homo sapiens, ou leurs cousins plus archaïques, il apparaît que leurs gestes ne furent pas uniformes. Certains groupes vivaient dans des abris simples, façonnés en des outils rudimentaires, suivait-on les migrations sans jamais chercher à modifier profondément leur environnement. D'autres, pourtant issus de la même lignée biologique, montrent une finesse d'organisation qui semble surgir sans avertissement puis disparaître tout aussi brusquement. Certains sites révèlent des camps structurés avec des zones destinées à des activités spécifiques. D'autres témoignent d'une division spatiale discrète, comme si un ordre implicite guidait la répartition des membres du groupe. Rien de monumental, rien qui survive clairement. Mais ces nuances suggèrent une conscience émergente, fragile, qui aurait pu appartenir à plusieurs cultures parallèles dont certaines furent effacées avant même d'avoir le temps d'éclore. Dans certaines grottes, des traces de feux anciens montrent une maîtrise étonnante du combustible. Ces foyers semblent avoir été entretenus avec soin, alimentés par des essences de pointe de bois spécifiques, alors même que d'autres groupes contemporains utilisaient le feu de manière plus brute. Il paraît invraisemblable qu'une telle sophistication ait émergé simultanément à des milliers de kilomètres de distance, et pourtant les datations indiquent des périodes étonnamment proches. Peut-être s'agissait-il simplement d'une adaptation locale à l'environnement. Mais certains chercheurs imaginent une autre possibilité, celle d'une tradition culturelle élémentaire, transmise entre groupes disséminés, puis oubliés lorsque les conditions climatiques ou migratoires évoluèrent. Les outils prémodernes, eux aussi, présentent des disparités troublantes. Certains sont taillés avec une simplicité presque instinctive, tandis que d'autres exhibent une symétrie discrète mais réelle. Il ne s'agit pas d'une technologie avancée, mais d'une intention. Une ligne nette, une pointe façonnée selon un angle constant, une régularité que l'on ne retrouve pas partout. Certains sites suggèrent même des tentatives d'innovation, des formes expérimentales, semblant chercher une amélioration qui ne fut jamais pleinement adoptée. Comme si des esprits s'étaient éveillés par instants, tentant de comprendre la pierre avant que le fil de cette compréhension ne se rompe. Ces variations ne prouvent pas l'existence d'une civilisation oubliée, mais elles témoignent d'une pluralité culturelle, où certaines branches, peut-être plus anciennes, auraient pu atteindre un seuil de conscience que l'histoire n'a pas retenu. Les pigments retrouvés dans des strates très anciennes intriguent également. Ils ne semblent sans pas avoir été utilisés pour peindre des parois, mais plutôt pour marquer des objets ou des corps. Leur présence répétée dans différentes régions pourrait indiquer une pratique symbolique élémentaire. Peut-être ces gestes ne signifiaient-ils rien que nous puissions comprendre, des marques d'appartenance, des rites de passage, des signes saisonniers, mais leur existence suggère une pensée tournée vers l'abstraction, une forme d'expression archaïque. Certains pigments semblent même avoir été mélangés à des substances grasses, comme si l'on avait cherché à obtenir une texture particulière, un éclat ténu. Ce détail si modeste pourrait être la trace d'une sensibilité ancienne, d'un besoin de marquer le monde au-delà du geste utilitaire. Les sépultures prémodernes, lorsqu'elles apparaissent, révèlent elles aussi une diversité surprenante. Certains corps furent simplement abandonnés aux éléments. D'autres furent déposés dans des fosses avec une attention particulière, orientation précise, position non aléatoire, traces de pigments. Rien ne suffit à parler de religion, ni même de rituels structurés. Mais quelque chose dans ces gestes dépasse la nécessité. Il existe des sépultures qui témoignent d'un soin discret. Des herbes placées sous un corps, un fragment de pierre aligné près du crâne, un petit objet posé contre les côtes. Peut-être s'agit-il d'un respect instinctif pour les morts, peut-être d'un geste d'adieu, peut-être d'un signe. Ce qui est certain, c'est que ces gestes montrent une perception du monde où la mort n'est plus seulement un fait biologique, elle devient un moment, un passage. Dans certains sites de hautes altitudes, des fragments de tentes prémodernes ont été identifiés. Non pas des structures élaborées, mais des restes d'abris en peau ou en fibres végétales maintenus par des piquets de bois façonnés sommairement.
Ce type d'organisation suggère une mobilité réfléchie. Des groupes qui savaient où s'abriter selon les saisons, qui comprenaient en les cycles du vent et du froid. Ils n'étaient pas nomades au hasard. Ils suivaient des routes, peut-être des chemins que d'autres en avaient tracés avant eux. Ces routes, si elles existaient, ont été effacées par les millénaires, mais leur mémoire pourrait subsister dans certaines traditions orales évoquant des passages des anciens, des chemins utilisés avant l'arrivée des peuples actuels. Les peuples prémodernes ont également laissé des empreintes dans les gisements fauniques. Certains sites montrent une organisation étonnante dans la manière de découper ou de préparer la viande. Ce ne sont pas des techniques avancées, mais des gestes précis. Une séparation régulière des os, une utilisation efficace des ressources disponibles, une gestion collective du gibier. Dans certains cas, Bortsikram, les traces indiquent même des zones dédiées à l'activité comme si un espace interne avait été défini dans le camp. Une organisation embryonnaire, mais une organisation néanmoins. Peut-être ces groupes possédaient-ils une forme de division sociale rudimentaire, invisible dans les outils, mais perceptible dans la manière dont ils vivaient ensemble. Un mystère plus profond concerne les objets trouvés dans certaines régions reculées, trop loin des grands axes migratoires connus. Des fragments d'outils, des traces de foyers, des restes de campements apparaissent dans des zones où il semble improbable que des groupes prémodernes aient pu se rendre. Peut-être s'agit-il de migrations oubliées, de cheminements perdus. Peut-être ces groupes suivaient-ils des animaux aujourd'hui disparus, mais dans quelques cas, les datations suggèrent une présence encore plus ancienne que celle des premières vagues migratoires, comme si un peuple prémoderne, aujourd'hui entièrement effacé, avait exploré des territoires isolés avant de disparaître, laissant derrière lui quelques traces que les millénaires n'ont pas entièrement absorbées. Certains outils très anciens, retrouvés dans des zones séparées par d'immenses distances géographiques, présentent des caractéristiques communes. Il ne s'agit pas de techniques évoluées, mais d'une manière particulière d'affûter une pointe, d'amincir un bord, de choisir une matière première. Ces similitudes pourraient s'expliquer par la convergence naturelle, différents groupes découvrant les mêmes solutions face aux mêmes contraintes. Mais certains motifs sont trop spécifiques, trop répétitifs pour n'être que des coïncidences. Cela pourrait indiquer une circulation de savoirs très anciens, une forme d'échange culturel primitif, ou même l'existence d'un groupe plus ancien dont les descendants auraient en diffusé ces méthodes avant de se disperser. Ce qui trouble le plus, peut-être, ce n'est pas l'existence de ces traces, mais leur caractère inégal. On observe des éclats de conscience, des instants où la pensée semble vouloir franchir un seuil, puis des plongées longues dans l'ombre, comme si quelque chose avait empêché ses débuts d'évoluer. Peut-être s'agit-il simplement de la fragilité de la condition prémoderne, exposée au cycle climatique, à la prédation, aux migrations forcées. Mais une autre possibilité flotte entre ces traces, celle d'un peuple encore plus ancien, ayant existé avant ces divers groupes, et dont l'ombre aurait influencé, sans jamais s'inscrire durablement, les cultures prémodernes. À travers ces gestes, ces pigments, ces sépultures, ces outils, on entrevoit la silhouette d'une conscience ancienne, une conscience encore vacillante, mais déjà capable de transformer discrètement le monde. Si un peuple oublié, antérieur à tous, avait existé, il aurait pu laisser une empreinte diffuse dans ces groupes, une technique répétée, une vision du monde transmise de manière infime. Il ne reste rien de clair, rien de certain, mais un lien fragile se tisse. Et c'est en suivant ce fil, à travers les limites mêmes de notre discipline, que nous allons maintenant explorer les frontières invisibles de l'archéologie, cet espace où le savoir se dissout, où la science hésite, et où les ombres d'un monde oublié semblent parfois réapparaître. Dans les régions où la terre ne respire presque plus, là où l'air semble avoir oublié la chaleur et où la lumière demeure pâle même en plein été, les glaciers conservent des fragments d'un passé que personne ne peut encore déchiffrer. Ce ne sont pas des ruines visibles ni des structures d'arbres que la glace aurait figées dans leur forme première. Ce sont des couches, des strates de froid, de poussière, de minuscules particules déposées année après année, siècle après siècle, jusqu'à former des archives naturelles plus vastes que toutes les bibliothèques humaines réunies. Sous ces épaisseurs immobiles, quelque chose repose, non pas une histoire claire, mais un ensemble d'indices minuscules, chaque fragment murmurant une vérité partielle. Et parmi ces murmures, certains échos semblent si anciens qu'ils menacent de fracturer les chronologies que nous tenions pour inamovibles. Lorsque les scientifiques fordent les carottes glaciaires, ils n'y cherchent généralement que des signatures climatiques, variations de température, poussière volcanique,
traces infimes de gaz emprisonnées dans des bulles microscopiques. Pourtant, dans certains prélèvements issus des glaces les plus anciennes, datant de près de 100 000 ans, des anomalies apparaissent. Il ne s'agit pas de grands objets, ni de matériaux façonnés. Ce sont des particules insolites, grains de minéraux inhabituellement lisses, fragments de carbone en forme de microlamelles, cristaux présentant des micro-rayures parallèles qui ne correspondent à aucun processus naturel connu du froid et du vent. Ces traces sont si infimes qu'il serait facile de les ignorer, mais elles reviennent dans des zones distantes, portées par des couches glaciaires distinctes, comme si, à plusieurs reprises, quelque chose ou quelqu'un avait laissé une empreinte involontaire dans le paysage ancien. Certaines analyses révèlent également des concentrations anormales de suie très anciennes, comparables à celles laissées par un feu contrôlé et non par un incendie de forêt. Or, ces niveaux de suie apparaissent à des périodes où l'on pense que l'humanité maîtrisait à peine l'art du feu. Les scientifiques admettent que certaines de ces anomalies pourraient résulter d'activités volcaniques lointaines ou d'événements atmosphériques exceptionnels. Pourtant, certaines signatures chimiques ne correspondent à aucun modèle naturel connu. Elles évoquent plutôt un feu de faible intensité, entretenu lentement, comme ceux que l'on allume pour réchauffer un abri ou protéger un campement rudimentaire. Peut-être ces suies ne sont-elles rien d'autre qu'un hasard. Mais si elles sont bien la trace d'un geste, alors elles nous parlent d'une présence humaine ou préhumaine, plus ancienne que ce que l'on imaginait. Dans certains glaciers des hautes latitudes, les couches les plus anciennes contiennent des éléments encore plus surprenants. On y trouve des fragments végétaux qui ne devraient pas exister à ces altitudes ou latitudes pour les périodes en question. De petites fibres, semblables à celles utilisées pour tresser des cordes ou des paniers rudimentaires, apparaissent parfois dans des strates dont l'âge dépasserait largement les premières traces connues d'artisanat humain. Des spécialistes avancent que ces fibres pourraient provenir de plantes arrachées par des tempêtes préhistoriques, transportées sur de longues distances. Mais la vérité demeure incertaine. Certaines fibres présentent une torsion régulière, presque imperceptible, que l'on ne trouve pas dans la nature brute. Peut-être s'agit-il d'un phénomène naturel encore mal compris. Peut-être aussi est-ce le reste fossilisé d'un geste oublié. Les glaciers, par leur nature même, emprisonnent des traces du monde ancien avec une impartialité totale. Ils ne se souviennent pas de manière volontaire. Ils conservent sans distinction le pollen, la poussière cosmique, les spores, les microfibres, les particules d'origine animale ou humaine. Et dans ces archives muettes, on trouve parfois des motifs répétitifs. Des couches marquées par des variations soudaines d'activité biologique, comme si des groupes vivants avaient occupé brièvement des zones qui furent ensuite abandonnées. Dans certaines carottes, la concentration en traces biologiques chute brutalement pendant quelques millénaires pour remonter ensuite. Ce pourrait être l'effet des cycles naturels de population animale. Mais certains chercheurs se demandent si ces oscillations ne pourraient pas aussi refléter des flux migratoires anciens, des passages fugaces d'êtres dont l'existence n'a laissé aucun autre indice. Plus étrange encore, certaines glaces très anciennes renferment de minuscules fragments de colorants naturels. Rien d'extraordinaire en soi. De nombreuses plantes contiennent des pigments, mais ces pigments, retrouvés dans des zones où aucune flore ne pouvait survivre à l'époque, posent question. L'un d'eux évoque un pigment rouge utilisé par les premiers Homo sapiens comme marque corporelle ou décorative, mais les datations suggèrent un âge trop ancien, dépassant de loin les premières preuves connues de symbolisme humain. Peut-être une espèce cousine dotée d'un sens rudimentaire de l'ornementation aurait-elle utilisé des pigments à une époque recouvrant des dizaines de millénaires, ou peut-être ces pigments ne sont-ils rien de plus que les restes d'un événement naturel oublié. Mais leur concentration, leur répartition, leur persistance dans la glace ajoutent une nuance troublante au récit du passé. Dans les régions polaires, certains reliefs sous-glaciaires semblent également indiquer des creux artificiels. Il ne s'agit pas de cavités majestueuses, mais de dépressions trop régulières pour être entièrement naturelles. Certaines ressemblent à des abris primitifs, d'autres à des terrasses nivelées. Elles pourraient être le fruit de l'érosion, de la pression glaciaire ou de phénomènes géothermiques. Mais dans quelques rares cas, les formes évoquent une intention, comme si des groupes anciens avaient en cherché refuge contre le vent et le froid. Si ces structures sont artificielles, elles appartiendraient à un monde si ancien que même la mémoire glaciaire semble hésiter à les conserver. Les légendes humaines parlent parfois d'un peuple vivant, dans les glaces,
un peuple qui aurait disparu lorsque les cycles du monde se sont déplacés. On y évoque des êtres silencieux, observateurs, qui suivaient les migrations des animaux et disparaissaient au retour du soleil. Ces récits, ça pourrait n'être que des métaphores, des projections humaines sur les forces du climat. Mais certaines traditions racontent des gestes particuliers, des signes gravés dans la neige, des repères faits de pierre, des abris temporaires de forme circulaire, et lorsque l'on compare ces récits à certaines trames géophysiques, un lien fragile semble émerger. Les glaciers, eux aussi, conservent des cercles de pierre ensevelis depuis longtemps, trop anciens pour être attribués aux peuples arctiques connus. Dans un site isolé du nord, les carottes ont révélé une petite concentration d'ossements de rongeurs entourés de fragments de coquillages. Ces coquillages ne viennent d'aucune mer proche, et leur présence dans un désert glacé soulève une énigme. Peut-être furent-ils transportés par des oiseaux migrateurs, peut-être furent-ils déposés là par hasard. Mais certains anthropologues y voient un rituel d'un peuple précoce, qui aurait utilisé les coquillages comme offrande ou comme objet symbolique. Rien ne prouve cette hypothèse. Mais elle n'est pas incompatible avec l'âge supposé de certaines migrations côtières. Et cette possibilité, même fragile, donne une profondeur nouvelle aux glaces, comme si elles avaient en capturé une trace que le temps voulait effacer. Les glaciers semblent parfois contenir, non des objets, mais des absences. Des moments où les couches se perturbent légèrement, évoquant un passage temporaire, une présence si discrète qu'elle ne laisse qu'une variation presque imperceptible dans la composition chimique. Certains climatologues ont observé des anomalies minimes dans les couches vieilles pendant des histoires de près de 100 000 ans, de très légères augmentations de méthane qui ne correspondent à aucun cycle connu. Ces variations pourraient n'en venir d'une activité biologique locale, des petits groupes d'êtres vivants, respirant, brûlant, existant brièvement. Rien de certain, mais l'hypothèse hante les marges de la recherche. Ce qui est frappant à mesure que l'on explore ces glaces, c'est la manière dont elles semblent mêler la présence et l'absence, le geste et l'effacement. Elles gardent tout, mais tout se transforme. Elles n'expliquent d'un œil jamais. Elles n'offrent que des indices, et dans ces indices, on croit parfois sentir le souffle d'un peuple silencieux, oublié depuis si longtemps que même son nom n'a jamais existé. Un peuple qui aurait traversé les grands froids, cherché refuge dans les cavités naturelles, laissé des traces involontaires dans le tissu des glaces. Si les glaciers conservent ces murmures, que pourraient révéler les traces humaines elles-mêmes, celles que nous avons identifiées comme appartenant à nos ancêtres connus? Peut-être contiennent-elles aussi, dans leurs variations les plus discrètes, l'ombre d'une présence autre, mêlée à la nôtre avant de disparaître. C'est vers ces peuples prémodernes, ces traces d'une conscience effacée, que nous porterons désormais notre regard. Au milieu de tous les vestiges ténus que le monde ancien nous a laissés, il existe une catégorie plus fragile encore, les signes. Non pas les écritures structurées que l'on associe aux civilisations historiques, mais des marques silencieuses inscrites dans la pierre, tracées sur l'argile, gravées sur des os, ou parfois déposées simplement sur la terre elle-même. Ces traces sont trop anciennes pour appartenir à l'humanité telle que nous la connaissons. Mais elles possèdent une cohérence, une répétition, une intention si délicate qu'il devient difficile de les assimiler à de simples accidents naturels. Elles ne constituent pas un langage au sens strict. Elles ressemblent davantage à des balbutiements, à des tentatives de dire quelque chose sans mots, à une forme archaïque de communication avant que les pensées ne sachent se fixer durablement. Dans certaines grottes très anciennes, des incisions apparaissent sur les parois rocheuses. Elles ne représentent ni animaux, ni figures humaines, ni scènes de chasse comme le feront plus tard les peintures paléolithiques. Elles ne racontent rien d'identifiable. Ce sont des lignes, des arcs, des points, parfois disposés en motifs qui reviennent dans différents sites du globe. Certaines lignes semblent avoir été tracées, d'un seul geste, maîtrisées, comme si la main savait exactement où elle voulait aller. D'autres sont plus hésitantes, presque testées. On pourrait croire qu'il s'agit de simples griffures. Mais la répétition de certains motifs, leur présence à des époques si reculées et la symétrie douce qui s'en dégage suggèrent une forme primitive d'expression. Les spécialistes hésitent à parler de langage. Le langage implique une structure, une grammaire, une intention de transmission. Ce que ces signes révèlent, c'est autre chose, une tentative, une volonté de marquer un lieu, de fixer un instant, de donner forme à quelque chose de vécu. Peut-être n'étaient-ce pas des messages destinés à d'autres êtres, peut-être ces marques n'étaient-elles que des gestes de reconnaissance envers la pierre, une manière de se situer dans l'espace, de dire « nous sommes passés ».
Mais si tel était le cas, pourquoi certains motifs se retrouvent-ils à des milliers de kilomètres dans des régions qui n'auraient encore jamais pu communiquer entre elles selon les modèles migratoires connus? Cette convergence trouble. Elle laisse entrevoir la possibilité que ces gestes aient une origine commune, peut-être issue d'un peuple plus ancien ayant développé un embryon de symbolisme avant de disparaître. Les os gravés représentent un autre mystère. Dans plusieurs sites isolés, on a retrouvé des fragments d'os d'animaux portant des incises régulières. Il ne s'agit pas de marques de découpe ou de fractures accidentelles. Ce sont des lignes parallèles, espacées selon un intervalle constant. Certaines séquences semblent presque rythmiques, comme si elles imitaient un comptage rudimentaire ou un mouvement répété. Les interprétations abondent. Peut-être s'agissait-il d'un outil lié à la chasse, d'un geste magique, d'une manière de raconter les cycles lunaires, ou même d'une mémoire primitive. Mais dans certains cas, les datations placent ces os bien avant l'apparition des premiers calendriers symboliques connus, ce qui impliquerait que ces gestes n'étaient pas utilitaires, mais expressifs, une forme de pensée cherchant timidement à s'organiser. Dans certains fragments retrouvés sous des couches de sédiments très anciens, des motifs géométriques apparaissent. Ce ne sont pas des formes complexes ni des compositions élaborées, ce sont des triangles grossiers, des spirales irrégulières, des grilles approximatives. Pourtant, leur présence est presque impossible à attribuer au hasard. Aucun processus naturel ne produit des spirales d'épaisseur constante ou des triangles ouverts avec une orientation répétée. Ces formes apparaissent parfois sur des pierres portables, parfois sur de grands blocs restés in situ. Elles pourraient en être les vestiges d'un langage pré-symbolique, un système de signes que nous ne pouvons plus comprendre. Peut-être ces motifs étaient-ils liés à des repères territoriaux. Peut-être avaient-ils une signification spirituelle ou peut-être représentaient-ils des idées rudimentaires. Mais leur ancienneté, parfois estimée à plus de 90 000 ans, dépasse tout ce que l'on croyait possible en matière d'expression mentale. Dans certains rares cas, on trouve des signes produits avec des pigments. Ces traces ne ressemblent pas aux peintures du Paléolithique supérieur, qui représentent clairement donc des formes et des silhouettes. Ce sont des taches, des traces de doigts, des marquages partiels. L'un d'entre eux, trouvé dans une cavité reculée, montre une succession de points alignés sur une surface rocheuse. Le geste paraît simple, un doigt trempé dans un pigment, pressé contre la pierre à intervalles réguliers. Ce qui intrigue, ce n'est pas la technique rudimentaire, mais la précision du rythme. Les points sont espacés presque exactement de la même distance. Cela pourrait indiquer un geste ritualisé, ou une forme d'apprentissage, ou encore une tentative de marquer un temps, un cycle, un passage. Peut-être ces signes n'étaient-ils jamais destinés à être lus. Peut-être leur simple existence suffisait. Dans les cultures prémodernes, même chez les Homo sapiens plus tardifs, on observe des gestes qui ne semblent pas transmettre un message, mais plutôt fixer une présence. Un signe laissé sur une pierre peut marquer un lieu de passage, un événement particulier, ou simplement un contact avec la matière. Si un peuple plus ancien, aujourd'hui oublié, possédait une sensibilité similaire, alors ces marques auraient pu survivre sous cette forme minimale, comme des respirations fossilisées. Certaines découvertes troublantes concernent des alignements de pierres portant des marques similaires sur de vastes distances. Ces alignements ne forment pas de cercle, ni de structure cohérente. Ils suivent des lignes invisibles, comme si un groupe ancien avait voulu marquer un chemin ou une direction. Les pierres elles-mêmes portent des incisions presque identiques. Une ligne oblique, un point, une série de petits traits titrés. On ignore s'il s'agit d'un code, d'un rituel, d'un repère Wotensita ou même d'un simple jeu instinctif. Mais leur répétition sur plusieurs centaines de kilomètres dans certaines régions laisse entrevoir une forme de circulation des symboles que l'on ne s'attendait pas à trouver à cette époque. Un autre mystère réside dans les objets incisés retrouvés dans les lacs asséchés. Certains fragments montrent des motifs qui semblent représenter des éléments naturels, des formes qui évoquent l'eau, le vent ou le mouvement d'un animal. Mais ces évocations sont si abstraites, si stylisées, qu'il est impossible de les interpréter avec certitude. Elles pourraient être les premières tentatives de capturer le monde dans un signe, de transformer une sensation en un geste graphique. Si tel est le cas, alors ces fragments seraient parmi les plus anciens témoignages de la pensée symbolique. Mais l'absence de continuité, aucune tradition directe ne semble descendre de ces gestes, suggère qu'ils appartiennent à une lignée culturelle aujourd'hui éteinte. La question essentielle demeure: ces signes forment-ils un langage? La réponse, malgré les décennies de recherche, demeure insaisissable.
Un langage nécessite des conventions partagées, une répétition intentionnelle, une fonction communicative claire. Or, ces signes ne semblent pas posséder ces caractéristiques. Ils ne sont ni cohérents, ni uniformes, ni manifestement destinés à des échanges complexes. Ils sont sporadiques, irréguliers, intimement liés à leur lieu. Ce ne sont pas des mots, ce sont des traces. Mais une autre possibilité existe. Peut-être ces signes ne constituent-ils pas un langage, mais le souvenir d'un langage. Un vestige de gestes appris il y a si longtemps, transmis par imitation, dilués, réinterprétés, jusqu'à perdre leur sens mais conserver leur forme, comme si un peuple très ancien avait élaboré un système symbolique simple, puis s'était éteint, laissant derrière lui des gestes qui survécurent seulement sous forme d'habitudes cryptiques, reprises sans comprendre leur signification première. Dans les cultures plus récentes, on retrouve parfois ce phénomène, des rites dont on a oublié l'origine, des gestes répétitifs qui ont perdu leur sens initial, des symboles transmis pour la beauté du geste plutôt que pour leur message. Il n'est pas impossible que ce que nous voyons dans ces strates profondes soit la version la plus ancienne de ce type de transmission. Un langage réduit à ses os nus, une mémoire fragmentée qui refuse de disparaître complètement. Ce qui est certain, c'est que ces signes montrent qu'avant les premières écritures, avant même l'émergence d'une pensée pleinement moderne, un besoin existait déjà, celui de dépasser l'immédiateté du monde, de laisser une marque, de fixer un fragment de soi dans la matière. Ce besoin, aussi fragile soit-il, pourrait être l'un des derniers échos d'une conscience plus ancienne, peut-être hérité d'un peuple disparu dont nous n'avons plus que les ombres. Et si un peuple oublié avait laissé quelques signes, même infimes, il reste une question plus vaste encore. Aurait-il pu développer un début de technologie, une maîtrise primitive de leur environnement qui aurait disparu avec eux? C'est vers cette hypothèse d'un horizon technologique oublié que nous nous tournerons maintenant. Il existe, au cœur même de la discipline archéologique, une frontière ténue que personne ne nomme vraiment. Une ligne silencieuse située entre ce que l'on peut affirmer et ce que l'on ressent, entre ce qui repose dans la terre et ce qui flotte encore dans l'incertitude. Cette frontière n'est pas faite de pierres, ni d'outils, ni de datation. Elle est faite de limites intellectuelles, de zones où la prudence scientifique rencontre l'inconnu, où les faits, même lorsqu'ils se présentent d'un an clairement, semblent déborder le cadre dans lequel nous tentons de les contenir. À ces frontières invisibles, l'archéologie cesse d'être un inventaire du passé pour devenir un miroir fragile reflétant notre incapacité à tout comprendre. Dans certains sites anciens, les archéologues en cet art se retrouvent face à des traces praxes trop faibles pour être classées, mais trop insistantes pour être ignorées. Ce sont des lignes gravées qui n'appartiennent à aucune tradition connue, des outils qui semblent avoir été inventés puis abandonnés sans transition, des espaces aménagés que personne ne peut relier à une culture précise. Ces fragments d'existence ne se laissent pas intégrer dans les récits admis. Ils flottent en périphérie, comme des éclats d'un monde qui n'a pas laissé suffisamment de preuves pour exister pleinement, mais qui a laissé assez d'indices pour troubler ceux qui l'étudient. La discipline archéologique, pour l'aléa fidèle à ses méthodes, préfère souvent ranger ces éléments dans des catégories neutres, anomalies, formes indéterminées, traces naturelles probablement anthropisées. Pourtant, lorsque l'on rassemble ces fragments dispersés, qu'ils viennent de gisements impossibles, de glaciers, de plateaux sous-marins ou de zones désertiques, une forme émerge vague mais persistante, une forme qui semble suggérer qu'une période entière de notre histoire demeure invisible, non par manque de preuves, mais parce que ces preuves ne correspondent à rien de ce que nous sommes prêts à reconnaître. Parmi les limites les plus délicates de l'archéologie se trouve la question de l'intention. Comment déterminer si un geste préhistorique fut volontaire ? Une pierre taillée l'est-elle par nécessité, par hasard ou par désir d'expérimenter? Un alignement de cailloux est-il le fruit d'un glissement, d'un animal ou d'un groupe humain? Une incise sur de l'argile provient-elle du passage d'un objet naturel ou d'un fragment façonné par une main? Ces distinctions, si subtiles, façonnent la manière dont nous comprenons l'histoire. Pourtant, les outils actuels n'apportent pas toujours les réponses nécessaires. Il existe des traces pour lesquelles aucun verdict n'est possible. Elles ne sont pas entièrement naturelles, mais elles ne sont pas suffisamment organisées pour être qualifiées d'artificielles. Ce sont ces traces tantôt qui forment la zone grise de l'archéologie, le territoire où l'hypothèse d'un peuple oublié flotte sans jamais pouvoir s'imposer. Un autre obstacle réside dans le temps lui-même. Les millénaires effacent, transforment, réinventent.
Une simple pluie, un vent, un séisme ou une période de glaciation suffisent à faire disparaître un campement, un abri, une tombe. Les matériaux organiques disparaissent en quelques siècles. Les pierres se fragmentent, les pigments se dissolvent. Si un peuple ancien avait vécu discrètement dans des habitats légers, en utilisant des outils fragiles, alors son existence aurait très bien pu s'effacer presque intégralement. En ce sens, ce que nous considérons comme absence de preuve pourrait n'être qu'un effet naturel, une conséquence du passage du temps. L'archéologie travaille avec ce qui a survécu, non avec ce qui a existé. Ce décalage crée un horizon de doute, un silence que la discipline n'est pas équipée pour combler. Il existe également des biais culturels profondément ancrés dans l'interprétation du passé. La plupart des chercheurs, même involontairement, s'attendent à trouver des civilisations organisées selon les modèles que nous connaissons. Villages, outils efficaces, structures visibles, rites explicites. Si un peuple ancien n'a jamais développé de telles formes, s'il a vécu sans laisser de traces durables, s'il a privilégié des gestes imperceptibles, s'il a choisi la mobilité plutôt que la permanence, alors l'archéologie pourrait tout simplement être incapable de le percevoir. Les cadres conceptuels deviennent alors des barrières, non des passerelles. Ils nous empêchent d'imaginer des formes de culture trop différentes des nôtres. La Terre, de son côté, n'aide pas. Elle mélange, déplace, absorbe. Lorsqu'un fragment est découvert, dans une couche ancienne, rien ne garantit qu'il n'ait pas été transporté par un animal, un cours d'eau, un effondrement. Les datations deviennent alors des labyrinthes. Ce que l'on croit très ancien pourrait être récent. Ce que l'on croit récent pourrait être très ancien. Cette incertitude constante forme l'une des frontières les plus déroutantes de la discipline, la difficulté à reconstituer un récit fiable. Ainsi, certains objets semblent trouvés dans des strates très profondes ne peuvent être attribués à aucune chronologie stable. Ils émergent du sol comme des intrus, porteurs d'un âge improbable, refusant de se conformer aux modèles établis. Les chercheurs rencontrent aussi une autre limite, plus troublante encore. La possibilité que certaines traces soient non intentionnellement effacées par des cycles naturels dont nous n'avons pas conscience, les glaciers avancent et reculent, la mer monte et redescend, les continents se déplacent. Il se pourrait que certaines régions du monde portent les cicatrices d'anciennes cultures totalement effacées par la tectonique ou par les mers. Dans ces cas, l'archéologie se heurte à une frontière infranchissable. L'histoire peut avoir existé sans laisser le moindre témoin. Il existe même des situations où les outils archéologiques modernes, pourtant extrêmement précis, créent un paradoxe. Les analyses isotopiques, génétiques, stratigraphiques permettent d'approcher des conclusions très fines, mais parfois ces conclusions se contredisent. Un ossement apparaît plus jeune que la couche où il est enterré. Un pigment semble avoir été déposé longtemps après que la pierre ait été scellée dans le sol. Ces incohérences donnent alors naissance à un espace d'incertitude, un espace où les hypothèses les plus prudentes doivent se confronter au fait qu'un fragment échappe à toute explication simple. Ce sont ces fragments qui, parfois, éveillent en l'idée d'un monde disparu. Les anthropologues eux-mêmes reconnaissent que certaines cultures anciennes ont pu exister pendant des milliers d'années sans jamais produire d'artefacts reconnaissables. Comment alors exclure la possibilité d'un peuple encore plus ancien, adapté à un environnement que nous ne pouvons plus imaginer, ayant laissé derrière lui une empreinte si légère que seules des bribes incohérentes en subsistent? Dans cet espace entre certitude et silence, l'idée d'une civilisation effacée, datant de près de 97 millénaires, devient moins un mythe qu'une possibilité. Non pas une civilisation avancée, ni une société capable d'écrire, de bâtir, de dominer, mais une présence fragile, intelligente, évoluant dans un monde rude où chaque geste devait être mesuré, une présence dont le souvenir ne subsiste que sous forme d'échos dispersés. Et c'est précisément à partir de ces échos que surgit une nouvelle question. Si ces peuples ont laissé derrière eux quelques signes, aussi ténus soient-ils, ceux-ci pourraient-ils inclure un début de langage, un ensemble de marques ou de symboles destinés à être compris par d'autres? C'est vers ces langages perdus, ces signes jamais déchiffrés, que nous allons maintenant tourner notre regard. Il existe des disparitions qui ne se produisent pas dans un éclat de feu ou un vacarme assourdissant. Certaines civilisations, certains groupes, certaines formes d'existence s'effacent sans bruit, comme une empreinte que la pluie finit par dissoudre grain après grain.
Le monde ancien n'a pas été façonné uniquement par les grandes catastrophes spectaculaires, celles que l'on imagine lorsque l'on pense aux météores, aux volcans, aux inondations massives. Il a également été sculpté par des effacements lents, des processus subtils, presque invisibles mais capables de réduire en poussière des siècles de présence. Si une culture fragile, antérieure à toutes les autres, avait existé il y a près de 97 000 ans, c'est sans doute ainsi qu'elle aurait disparu, absorbée dans un silence de longue durée, engloutie non par la violence mais par la patience implacable du monde. Lorsque l'on observe les cycles climatiques de ces périodes reculées, on comprend que l'environnement n'était jamais stable très longtemps. Des oscillations extrêmes, parfois rapides à l'échelle géologique, se succédaient. Des phases de froid abruptes, suivies de réchauffements soudains, de longues sécheresses interrompues par des périodes d'humidité intense. Pour un peuple vivant en symbiose avec son territoire, sans structure durable ni écriture, un simple déplacement des saisons pouvait suffire à le déséquilibrer. Les ressources habituelles disparaissaient, les routes migratoires changeaient, les plantes ne se faisaient que rares. Dans un tel contexte, une innovation technique, un savoir fragile, un rituel ou une tradition pouvaient facilement se perdre si quelques individus mouraient ou migraient. Il est possible qu'un groupe ancien, porteur de gestes particuliers, ait été piégé par une transition climatique brutale. Les glaciations successives ont balayé de vastes territoires, ensevelissant sous la glace des plaines entières, écrasant les sols, effaçant tout ce qui s'y trouvait. Une culture vivant dans ces régions n'aurait laissé que peu de traces, et celles-ci, si elles ont existé, auraient en été broyées sous des kilomètres de glace, emportées par des torrents lors des dégels ou dispersées par les vents katabatiques qui soufflent depuis les hauts plateaux. La glace n'est pas seulement un conservateur, elle est aussi un destructeur, elle écrase, racle, emporte. Elle ne pardonne rien aux matériaux fragiles. Ailleurs, cette quicksand, c'est l'eau qui a façonné l'effacement. Les océans ont connu des montées de niveau répétées au cours du dernier million d'années. À plusieurs reprises, des continents furent partiellement engloutis. Les côtes, si propices aux premiers habitats humains, furent les premières à disparaître sous les vagues. Si un peuple ancien avait vécu dans de telles zones, près de lagunes, de plaines côtières riches en nourriture, la mer aurait effacé ses campements, dispersé ses outils, broyé ses structures éphémères. Les vagues auraient éclaté les pierres, les courants auraient dissous les pigments, les sédiments auraient recouvert les foyers, et lorsque, des millénaires plus tard, les eaux se seraient retirées, seules subsisteraient sont quelques anomalies, trop rares et trop déformées pour être reconnues. La tectonique joue aussi son rôle dans ces effacements. Les continents se déplacent lentement, mais inexorablement. Des vallées entières peuvent être englouties dans des failles. Des plateaux peuvent s'effondrer, des montagnes peuvent s'élever puis s'éroder. Si un peuple ancien vivait dans une région sujette à de tels mouvements, par exemple au bord d'une plaque tectonique instable, ces traces auraient pu disparaître dans un effondrement soudain, enseveli sous des tonnes de roches. Il ne serait resté qu'un silence minéral, un désert de pierres sans forme, incapable de dire ce qu'il portait autrefois. Mais les catastrophes lentes ne sont pas seulement climatiques ou géologiques, elles peuvent être biologiques. Dans certaines périodes de l'histoire, les populations animales ont chuté brutalement à cause de changements subtils dans les écosystèmes, une modification des courants, une maladie propagée parmi les herbivores, un bouleversement dans la croissance végétale. Pour un peuple dépendant entièrement de la chasse ou de la cueillette, un tel changement pouvait signifier la fin. Les groupes se dispersèrent, cherchaient à s'adapter, migraient vers des territoires inconnus. Dans cet exode, les savoirs fragiles, un geste technique, un pigment particulier, une orientation symbolique, pouvaient en être abandonnés, faute de temps pour les transmettre. Dans d'autres cas, c'est l'isolement qui efface. Une petite communauté, séparée des autres par une rivière en crue, un glacier avancé ou une migration animale peut se retrouver seule. Si son nombre diminue au fil des générations, ses traditions s'étiolent. Les gestes deviennent approximatifs, les techniques se simplifient, les signes perdent leur sens. Ce qui fut jadis un début de culture devient une simple routine. Puis, lorsque les derniers survivants disparaissent à leur tour, il ne reste rien. L'histoire se dissout comme de l'encre dans l'eau. Il existe également des effacements plus complexes, liés au passage d'autres groupes. Lorsque des populations nouvelles arrivent, elles peuvent occuper les territoires laissés vacants par une culture plus ancienne. Elles n'ont aucun moyen de savoir qu'un peuple a vécu là avant elles. Elles ne perçoivent que des pierres, des sols nus, des ressources. Si elles trouvent un objet ancien, elles peuvent
l'utiliser, le modifier, le détruire. Si elles tombent sur un signe gravé, elles peuvent l'effacer sans s'en rendre compte, en redressant une paroi ou en aménageant un abri. Ainsi, les derniers fragments d'un peuple oublié peuvent disparaître dans les gestes anodins d'un peuple nouveau qui, sans le vouloir, efface l'ombre de ceux qui l'ont précédé. Le temps lui-même, dans son immensité, est l'un des plus grands effaceurs. 1000 ans suffisent pour que disparaissent les traces d'une civilisation avancée si rien n'est conservé volontairement. Que dire alors de 100 000 ans? Le bois pourrit, l'argile se brise, les pigments s'effacent, les textiles disparaissent entièrement. Même la pierre peut se fissurer sous les cycles du gel et du dégel. Et lorsqu'il ne reste que des fragments indéchiffrables, la mémoire elle-même devient impossible. Une civilisation ancienne, même modeste, pourrait très facilement être réduite à un ensemble de signaux faibles, presque invisibles, qui se confondent avec les caprices du hasard. Il est également possible que ce peuple ancien ait été trop fragile pour survivre à la compétition avec d'autres groupes. Si plusieurs branches de l'humanité ou de pré-humanité coexistaient, certaines auraient pu disparaître par simple désavantage écologique. Moindre résistance aux maladies, capacités cognitives légèrement différentes, stratégies de survie moins efficaces. Le monde préhistorique n'était pas un théâtre de domination, mais un espace de sélection lente. Une différence minuscule pouvait déterminer l'avenir de milliers de générations. Si l'on combine tous ces facteurs, un climat, mer, glace, tectonique, biologie, rivalité, on comprend qu'un peuple entier pourrait disparaître sans laisser derrière lui autre chose que des anomalies dispersées. Des indices trop faibles pour être affirmés, trop persistants pour être ignorés. Une présence effacée par la nature sans malice, avec cette lenteur implacable qui ne distingue pas entre le vivant et le vestige, et cette disparition, aussi totale soit-elle, ouvre une question plus profonde encore. Que reste-t-il de ce que la Terre refuse encore de dévoiler? Quels fragments dorment encore sous les roches, sous les glaces, sous les océans, attendant que le hasard ou la science les libèrent un jour? C'est vers ces secrets enfouis, vers ce que la Terre garde encore dans son silence, que nous nous tournerons désormais. Dans les profondeurs les plus anciennes de notre histoire, là où la lumière du savoir moderne ne parvient qu'en fragments hésitants, existe une interrogation discrète mais persistante. Et si un peuple oublié avait, un court instant, frôlé une forme de technologie primitive avant de disparaître? Non pas une technologie au sens où nous l'entendons aujourd'hui, pas de métaux, pas de machines, pas de construction imposante, mais quelque chose de plus fragile, plus intuitif, plus ancré dans la matière brute du monde. Une technologie faite de gestes répétés, de manipulations subtiles, d'observations patientes, une manière d'interagir avec la nature qui, si elle avait existé, aurait été presque entièrement effacée par les millénaires. Ce n'est pas une hypothèse que l'on brandit. C'est une ombre, un écho, un souffle venu d'un temps dont les traces matérielles se sont dissoutes dans la terre. Lorsque l'on évoque l'idée d'une technologie oubliée, il ne s'agit pas de machines ou de systèmes complexes, mais d'un seuil. Le moment où un groupe prémoderne aurait pu franchir la limite entre l'instinct et l'invention. Certains outils très anciens montrent une sophistication étonnante. Des éclatissements de pierre taillés selon des angles constants, des lames plus fines que ce que l'on pensait possible pour l'époque, des formes expérimentales qui semblent indiquer une recherche, un test, une amélioration. Dans quelques cas rares, les archéologues trouvent même des pierres soigneusement chauffées dans un foyer avant d'être taillées, une technique qui permet d'assouplir la matière et d'obtenir un éclat plus net. Cette méthode, pourtant attestée des dizaines de millénaires plus tard, apparaît par moments dans des strates que l'on pensait incapables de produire une telle maîtrise. Peut-être ces gestes étaient-ils des accidents, des découvertes isolées. Peut-être un groupe, en observant les pierres proches du feu, remarqua-t-il par hasard qu'elles se fracturèrent différemment lorsqu'elles étaient déchauffées. Mais la répétition de ce phénomène sur plusieurs sites laisse entrevoir une intention, une idée, une forme d'intelligence technique qui ne s'est pas transmise ou qui s'est perdue avant de pouvoir se consolider, comme si une étincelle avait brièvement jailli avant que les vents du climat, de la migration ou de l'extinction ne l'éteignent aussitôt. Dans certaines régions du monde, des outils façonnés montrent un degré d'uniformité qui dépasse ce que l'on attendrait d'un groupe dispersé et purement instinctif. Ces outils ne sont pas seulement utiles, ils sont cohérents. Une pointe particulière, une forme précise, une manière de retoucher un bord sont reproduites à plusieurs kilomètres de distance sans modification notable. Cela suggère soit une tradition technique commune, soit une circulation de savoir, même rudimentaire,
Et si cette circulation existait, même à une échelle infime, cela signifierait qu'un peuple prémoderne avait développé une forme de mémoire technique, une manière de transmettre non par le langage écrit, mais par l'imitation attentive, par la répétition rigoureuse d'un geste considéré comme efficace. Plus troublante encore, certains sites montrent des outils dont la fonction n'est pas claire, des formes circulaires polies au-delà de ce que l'on attribue à une simple utilisation. Des pierres creusées en bol rudimentaire, trop réguliers pour être des coïncidences. Des encoches feintes à la base de certains objets, comme si elles avaient été destinées à être fixées à un manche, à une corde ou à un autre outil disparu. Peut-être s'agissait-il de tentatives primitives, des expérimentations lancées par un individu curieux, jamais adoptées par l'ensemble du groupe. Mais la répétition de ces motifs, même sporadiques, laisse supposer un inventeur silencieux, un esprit cherchant à améliorer la survie, à trouver une solution fragile dans un monde exigeant. Il existe également des traces qui pourraient indiquer une maîtrise rudimentaire du feu au-delà de la simple utilisation pour se chauffer ou cuire des aliments. Certains foyers montrent des zones délimitées où des pierres furent régulièrement chauffées, puis refroidies de manière contrôlée. Cela pourrait indiquer une tentative d'utiliser le feu comme un outil de travail, une première forme de traitement thermique. Dans d'autres régions, des pigments mélangés à des cendres montrent que certains groupes savaient stabiliser des teintes ou des textures. Rien de cela n'évoque une technologie développée, mais plutôt une compréhension précoce, intuitive, d'un phénomène que d'autres civilisations mettront des dizaines de millénaires à exploiter pleinement. Dans des zones plus rares encore, des structures simples suggèrent un begin d'aménagement du paysage. Non pas des habitations permanentes, mais des modifications subtiles, un renfoncement élargi pour servir d'abri, un sol aplani pour former une surface stable, des pierres disposées forcément pour détourner le vent ou canaliser un filet d'eau. Ces gestes ne constituant pas des constructions, mais des interactions réfléchies avec l'environnement. Peut-être ces groupes avaient-ils compris que la nature pouvait être modelée doucement, avec respect, pour offrir une protection supplémentaire. Peut-être savaient-ils qu'un abri légèrement transformé pouvait prolonger la vie d'un individu ou d'un groupe. Ce type de comportement marque un seuil essentiel, la distinction entre subir et intervenir. Certains chercheurs ont même observé des fragments d'objets dont la disposition laisse penser qu'ils furent liés par des fibres. On ne retrouve pas les fibres elles-mêmes, trop périssables, mais les formes des encoches, la disposition des pièces et certaines traces d'usure suggèrent une structure composite. Ces objets pourraient avoir servi d'outils multiparties rudimentaires, un manche attaché à une pierre par exemple. Ce type de technologie, que l'on retrouve clairement plus tard dans l'histoire humaine, pourrait avoir émergé brièvement avant de disparaître. Peut-être fut-elle inventée par un individu ou un petit groupe, mais jamais transmise. Peut-être fut-elle perdue avant de devenir tradition. Ce qui rend l'hypothèse d'un horizon technologique oublié si troublante, ce n'est pas le fait qu'elle implique une civilisation avancée, car ce n'est pas le cas, mais qu'elle suggère une complexité cognitive bien plus ancienne que ce que l'on imaginait. Une forme d'intelligence éparse, dispersée, fragile, qui aurait pu surgir dans plusieurs régions du monde à des périodes très reculées. Une intelligence qui ne cherchait pas à dominer, à construire, à accumuler, mais simplement à comprendre, à ajuster, à améliorer modestement les outils de la survie. Si un peuple plus ancien existait, ayant frôlé un début de technologie, son effacement pourrait s'expliquer par la nature même de sa fragilité. Une invention n'est pas une garantie. Une idée peut disparaître si le climat change, si un groupe migre, si un événement brutal disperse ceux qui la portaient. Toute innovation demande un terreau stable, une communauté capable de la maintenir. Il est possible, et même probable, que de nombreuses idées techniques aient émergé au cours de la préhistoire, pour être aussitôt avalées par l'instabilité du monde. Dans cette hypothèse, les traces que nous trouvons ne seraient pas les vestiges d'une grande civilisation, mais les restes d'innombrables tentatives avortées. Des esprits qui ont cherché, inventé, échoué, disparu, et parmi eux peut-être un peuple plus ancien dont les gestes auraient influencé de manière diffuse ceux qui vinrent ensuite. Si cet horizon technologique fut un jour atteint, même brièvement, alors sa disparition nous mène naturellement à une autre question. Comment un monde, même fragile, même précaire, peut-il disparaître au point de ne laisser presque rien derrière lui ? C'est vers cette lente disparition,
vers ces cataclysmes silencieux qui effacent, plus sûrement que la violence, que nous allons à présent. Il existe dans le tissage complexe du temps humain une frontière où le passé le plus ancien semble se mêler au futur encore invisible. C'est une zone d'ombre, une région intermédiaire où les traces presque effacées des peuples disparus se mêlent à nos propres intuitions, comme si un murmure venu de très loin persistait malgré les millénaires. Ces lignes fantômes n'appartiennent ni entièrement à l'histoire, ni entièrement à l'imaginaire. Elles flottent à la limite de ce que la Terre accepte de nous laisser entrevoir. Et lorsqu'on tente de les suivre, on a l'impression étrange de marcher vers l'arrière tout en avançant, comme si le chemin se déroulait simultanément dans deux directions opposées. Nous avons parcouru des pierres impossibles, des gisements troublants, des cartographies effacées, des glaces silencieuses, des mythes trop anciens pour n'être que des fictions. Nous avons traversé des frontières invisibles, observé des signes jamais déchiffrés, imaginé un horizon technologique fragile, ressenti les cataclysmes lents qui peuvent absorber des mondes entiers. Et maintenant, lorsque l'on se tient devant l'ensemble de ces fragments, quelque chose de plus vaste se dessine. Non pas une certitude, non pas un récit solide, mais une forme, une silhouette sans contour net. Comme si toutes ces traces, aussi ténues soient-elles, composaient ensemble l'ombre d'un peuple disparu depuis près de 97 millénaires. Ce peuple, s'il a existé, n'aurait pas été une civilisation au sens où nous entendons ce mot. Pas de villes, pas de monuments, pas de systèmes écrits, pas d'outils avancés. Rien de ce qui façonne nos définitions modernes. Il s'agirait plutôt d'une conscience diffuse, fragile, née dans un monde rude. Une culture embryonnaire, peut-être, qui aurait développé quelques gestes techniques, quelques signes, quelques repères dans le paysage. Un peuple qui aurait existé longtemps, puis dont les innovations auraient été effacées par les cycles climatiques, dispersées par les migrations, englouties par les océans, écrasées par la glace, dissoutes dans la terre. Mais ce qui émerge surtout, à travers tous ces fragments, ce n'est pas tant l'existence d'une civilisation oubliée que l'idée d'une continuité. Une continuité entre les gestes de ceux d'avant et les nôtres. Une continuité entre les signes tracés sur les pierres et les symboles que nous utilisons aujourd'hui. Une continuité entre les tentatives anciennes d'apprivoiser le paysage et notre propre désir de comprendre, de marquer, de transmettre. Peut-être que l'humanité ne s'est pas éveillée en un seul point, en un seul moment. Peut-être que notre conscience moderne est le résultat d'une myriade de débuts, d'essais avortés, de peuples dont il ne reste rien, si ce n'est une idée passée de main en main sans que nous sachions qui la porta en premier. Ces lignes fantômes ne sont pas seulement tournées vers le passé, elles s'étendent également vers l'avenir. Elles nous invitent à réfléchir à ce que deviendront nos propres traces dans 100 000 ans, lorsque d'autres yeux, peut-être humains, peut-être différents, exploreront les couches de terre où nous aurons reposé. Que restera-t-il de nous ? Une poignée d'artefacts, sans doute, quelques métaux, quelques matériaux trop résistants pour se dissoudre. Peut-être des structures, si la géologie leur laisse une chance infime, mais la plupart de nos gestes, de nos pensées, de nos savoirs auront disparu. La mémoire collective se réduira à quelques ombres. Et ceux qui tenteront de comprendre qui nous étions chercheront peut-être, comme nous aujourd'hui, à interpréter des fragments trop épars. La disparition, lente, méthodique, implacable, fait partie du cycle du monde. Les peuples anciens disparaissent, les continents se déplacent, les océans avancent et reculent, la glace se forme et se retire. Ce que nous appelons civilisation n'est qu'une parenthèse fragile dans la matière. Même nos monuments les plus ambitieux ne sont que des illusions de permanence. Face à l'échelle géologique, tout s'efface, et pourtant, quelque chose demeure, non pas les formes, non pas les structures, mais les lignes d'un mouvement, d'une idée, d'une sensation, les lignes d'une trajectoire humaine qui dépasse toute individualité, toute culture, tout peuple. Il est possible qu'un groupe ancien, disparu depuis des dizaines de millénaires, ait laissé quelques-unes de ces lignes, un geste technique, un signe, un outil, une manière d'habiter le monde. Peut-être ces lignes ont-elles été reprises, sans que l'on sache comment, par d'autres groupes. Peut-être ont-elles survécu dans un pigment, dans une disposition de pierre, dans un symbole peint. De telles transmissions involontaires sont plus courantes qu'on ne le croit. Un enfant observe un geste, le répète, puis le transmet sans connaître son origine. Ainsi naissant les coutumes les plus anciennes. Il existe une beauté particulière dans l'idée qu'un peuple oublié aurait contribué, même imperceptiblement, à notre propre trajectoire, non pas en laissant des monuments, mais en laissant un
Un souffle qui traversa les âges, se transforma, s'effaça, puis réapparaît dans une main moderne, dans un outil, dans une intuition. Peut-être est-ce cela, la véritable continuité humaine, un fil si discret qu'on pourrait croire qu'il n'existe pas, et pourtant si solide qu'il relie des êtres séparés par des abîmes de temps. Les lignes fantômes sont aussi des avertissements. Elles nous montrent que la disparition n'est pas un échec, mais un état naturel, qu'il est possible de vivre, d'innover, de créer, puis de disparaître complètement, sans laisser de traces visibles. Elle nous rappelle que la notion même de civilisation est fragile, que rien ne garantit la mémoire, que tout ce que nous construisons peut un jour devenir silence. Et pourtant, ce silence n'est pas vide. Il contient les vestiges des vies anciennes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Ces vestiges façonnent notre imaginaire, même lorsqu'ils ne sont pas reconnus comme réels. En suivant ces lignes fantômes, nous découvrons aussi que l'histoire n'est jamais achevée. Elle n'est pas une ligne droite, ni même un cycle parfait. C'est une matière vivante, mouvante, qui se recompose sans cesse. Chaque fragment découvert, chaque anomalie, chaque signe incertain est une invitation à regarder autrement, à accepter que nous ne savons pas tout, à comprendre que l'essentiel se trouve peut-être dans les marges, dans les silences, dans les absences. Peut-être qu'un peuple a vécu avant nous, bien avant les premiers récits écrits, bien avant les premières peintures, bien avant même les premiers gestes techniques clairement identifiés. Peut-être qu'il fut effacé si complètement que seules quelques ombres subsistent, des ombres que nous avons suivies à travers les 14 parties précédentes, et peut-être que ces ombres ne disparaîtront jamais tout à fait, car elles font désormais partie de la grande respiration du monde. Les lignes fantômes ne cherchent pas à être prouvées, elles ne cherchent pas à imposer un récit. Elles invitent seulement à écouter, à ressentir, à accepter que la Terre est plus ancienne, plus vaste, plus mystérieuse que tout ce que nous pouvons concevoir. Elles nous rappellent que sous chaque pas, sous chaque pierre, sous chaque souffle, un autre monde dort encore. Un monde que le temps a recouvert, mais qui continue de murmurer à ceux qui savent entendre. Il existe dans les profondeurs de la Terre un silence qui ne ressemble à aucun autre. Ce n'est pas l'absence de son, ni même l'immobilité. C'est un silence plein, dense, presque vivant, comme si chaque fragment de roche, chaque strate enfouie, chaque grain de sable possédait une mémoire qu'il ne souhaite pas encore partager. Les géologues, les archéologues, les climatologues sondent ces profondeurs depuis des décennies, espérant extorquer au sol quelques vérités anciennes. Mais la Terre parfois ne cède rien. Elle retient, elle attend, elle garde pour elle des secrets trop lourds, trop vieux, trop fragiles pour être révélés en un seul éclat. Et parmi ces secrets, peut-être, se trouve la trace d'un monde disparu dont les échos résonnent encore à travers les anomalies dispersées que nous avons rencontrées jusqu'ici. Dans certains sites, malgré des fouilles méticuleuses, malgré les outils les plus sensibles, malgré les analyses isotopiques les plus fines, rien n'apparaît, rien sauf une absence étrange, presque insistante, comme si quelque chose avait été soigneusement effacé. On trouve parfois des sols nivelés, stériles, sans la moindre trace organique. On y observe des alignements géologiques trop réguliers pour être totalement naturels, mais trop anciens pour avoir été façonnés par des humains au sens strict. Ces lieux semblent avoir été des espaces importants, des zones de passage ou d'activité, et pourtant ils ne contiennent rien. Comme si la Terre avait refermé sa main sur tout ce qui s'y trouvait. Dans certains massifs rocheux, des cavités profondes restent inaccessibles, protégées par des chutes de pierres, des passages effondrés ou des labyrinthes souterrains formés au fil de centaines de millénaires. On ne sait pas ce qu'elles abritent. Peut-être rien. Peut-être un microcosme intact où reposent encore les poussières d'un feu ancien ou les traces d'un campement si fragile que le premier souffle d'air moderne suffirait à le réduire en nuages. Certains géologues affirment que sous certains plateaux, des poches d'air préhistoriques persistent encore, isolées depuis des dizaines de milliers d'années. Elles pourraient contenir des spores, des poussières, des fragments de matière organique appartenant à une époque où un autre peuple, trop discret pour être nommé, aurait vécu. Mais ces poches me sont impossibles à atteindre sans les détruire. Il existe aussi des régions du monde où les sols, soudain, révèlent comme des zones extraordinairement anciennes, puis se referment aussitôt. Comme si une fenêtre s'ouvrait quelques instants pour montrer un fragment d'histoire avant de disparaître sous un glissement de terrain, un tremblement, une montée des eaux souterraines. Dans ces fragments, on observe parfois des anomalies. Une pierre trop régulière,
une stratification étrange, un ensemble de pigments qui ne devraient pas être là. Mais ces éléments, trop isolés, ne peuvent être interprétés. Ils sont comme des mots d'une phrase dont nous n'aurons jamais le reste. La Terre, parfois, protège ce qu'elle considère encore fragile. Dans certaines grottes, les parois montrent des zones non explorables, trop instables pour être atteintes. Derrière ces murs fragiles, il pourrait y avoir des peintures vieilles de 100 000 ans ou simplement des roches vides. Nous ne le saurons peut-être jamais. Les spécialistes préfèrent préserver la structure plutôt que risquer l'effondrement complet. Ainsi, certains secrets resteront peut-être éternellement enfouis, non par manque de volonté, mais par respect pour la matière qui refuse de se laisser ouvrir. Dans les régions tropicales, la Terre se montre plus sévère encore. L'humidité, les micro-organismes, l'acidité des sols effacent toute trace organique en quelques décennies, là où l'on s'attendrait à trouver des restes de campements anciens, il ne reste que des sols lissés, silencieux. Pourtant, parfois, un outil de pierre apparaît, un éclat qui n'aurait pas dû survivre. Il suffit alors d'un centimètre de déplacement pour retomber dans le vide total. Cette dualité, une trace puis rien, donne l'impression qu'un monde entier fut avalé sans même laisser le moindre murmure derrière lui. Autrefois, certaines forêts abritaient peut-être des groupes anciens, mais les racines, la pluie et les cycles biologiques ont tout effacé. Si un peuple fragile y a vécu, la Terre a tout repris. Les foyers, les outils, les pigments, les os, les signes. Ne subsistent que des zones d'une densité organique légèrement différente, imperceptibles sans instruments spécialisés. Les archéologues parlent parfois de Betidamanschamm, cet acte de négatif de culture. Non pas des traces visibles, mais l'absence même de ce que l'environnement aurait dû produire naturellement. Ces négatifs laissent deviner qu'autrefois, quelque chose occupait l'espace, mais la Terre, patiemment, a tout effacé. Dans les régions désertiques, d'autres secrets persistent. Le sable, contrairement à la végétation, peut conserver certaines formes sous la surface. D'anciens littoraux de rivières, d'anciennes dunes stabilisées, d'anciennes terrasses apparaissent furtivement lors des tempêtes ou des travaux menés par hasard. Parfois, dans ces zones préservées par chance, on découvre des empreintes fossilisées. Pas humains, pas d'animaux, marques d'objets posés brièvement sur le sol. Certaines empreintes sont étonnamment anciennes, trop anciennes pour correspondre aux groupes humains connus. Elles pourraient appartenir à des hominines disparus ou à des humains archaïques, ou peut-être à une culture oubliée qui n'a laissé que quelques pas enregistrés dans un sol qui s'est solidifié au bon moment. Mais ces empreintes sont toujours isolées, trop isolées pour constituer une preuve, seulement des signes, des inflexions, des ombres. Il existe aussi des secrets que la Terre semble vouloir protéger en profondeur. Sous certaines couches stratigraphiques, bien en dessous des niveaux où l'être humain était censé être présent, apparaissent des pierres polies, des fragments d'argile chauffée, des traces de combustion. Ces anomalies peuvent être expliquées par des phénomènes naturels, mais certaines leur résistent. On pourrait imaginer qu'une activité volcanique ou une pression intense ait provoqué ces effets. Et pourtant, les signatures chimiques ne correspondent donc pas toujours. Certaines pierres semblent avoir été chauffées à une température modérée, incompatible avec les processus géothermiques. Cela laisse entrevoir la possibilité infime qu'un geste ancien ait eu lieu ici, un geste que la Terre refuse obstinément de divulguer. Ce que la Terre garde jalousement, ce sont peut-être ses transitions, ses débuts, ses tentatives de culture trop fragiles pour se consolider. Une idée qui naît dans une grotte, un outil inventé dans un campement, un signe tracé sur un bloc de pierre, une innovation technique partagée par 5 ou 10 individus, puis effacée lorsque la faim, le froid, la migration ou la mort dispersent ses porteurs. Ce sont ces fragments, ces commencements étouffés, que la Terre protège non par intention mais par inertie, par épaisseur, par le passage du temps. Il existe également une autre forme de silence géologique, celui des zones jamais explorées. Les abysses, les grottes encore inconnues, les plateaux recouverts par des kilomètres de sédiments. Sous ces masses, des mondes entiers auraient pu exister. Certaines régions sous-marines, aujourd'hui à 2000 mètres de profondeur, étaient autrefois des plaines où un peuple prémoderne aurait pu vivre. Mais la mer les a recouvertes, puis la géologie en a remodelé les contours, écrasant toute forme. Peut-être sous cette surface furtive, quelque chose demeure encore intact, peut-être un outil de pierre repose encore dans une chambre scellée,
Peut-être une empreinte fossilisée dort encore, intacte, dans une cavité où aucun être humain moderne ne pourra jamais entrer. Ce que la Terre refuse de révéler n'est peut-être pas un secret, mais une conséquence. Une conséquence d'un monde si ancien que notre regard peine à l'atteindre. Une civilisation fragile, si elle a existé, aurait laissé peu de traces. Et ces traces, la Terre les aurait absorbées avant même d'avoir eu le temps de devenir histoire. Mais il subsiste une dernière énigme. Si toutes ces traces, aussi fragmentaires soient-elles, forment une constellation, une silhouette, alors peut-être existe-t-il un fil cohérent, une ligne fantôme reliant un passé disparu à notre présent, et c'est ce fil, ce futur passé qui murmure dans nos ombres, que nous allons suivre dans la dernière partie.